Entrepreneur, c'est pas facile tous les jours et qu'il faut essayer. En tout cas, c'est beau. C'est beau de créer sa boîte et de la faire grandir et voilà, d'avancer. Qu'en France, quand tu es entrepreneur et que tu n'as pas réussi, c'est très dur. Et quand tu as réussi, des fois, tu es mal vu de tes collaborateurs parce que tu as réussi sur leur dos, quoi. Faut pas avoir peur d'aller dans l'inconnu un petit peu, hein. C'est comme je disais en montagne. J'aime avancer, j'aime aller en haut, mais j'aime pas prendre trop de risques, donc à un moment il faut faire attention et donc j'y suis allé petit à petit. Entrepreneur, c'est pas facile tous les jours, on est dans des phases importantes, en tout cas sur ClimbUp, d'amélioration de notre rentabilité pour repartir sur le développement. Vous le savez, sur Champion de ma vie, j'aime partager les parcours, ces personnes qui sont empreintes d'un grand héritage et qui ont des grandes convictions. Aujourd'hui, je vous embarque dans l'aventure de ClimbUp, le plus grand réseau d'escalade indoor en France et même au monde parce qu'il n'y a pas son équivalent. Le réseau a été créé par François, petit par la taille, petit par son nom de famille, mais François Petit a été champion de France d'escalade à 16 ans, champion du monde 6 ans plus tard. Vous imaginez que c'est quelqu'un qui baisse jamais les bras dans sa discipline. Évidemment, il ne manque pas d'ambition, il a envie d'aller toujours plus haut et de faire pratiquer l'escalade au plus grand nombre dans les yeux, dans les villes, pas seulement dans les espaces de nature. C'est ça la vocation de ClimbUp. Je vous invite à découvrir ce parcours vraiment exceptionnel. Et d'ailleurs, François nous révèle aussi une confidence, c'est que sportif de haut niveau pour lui, c'était pas si compliqué que ça parce que entrepreneur pour lui, c'est bien plus difficile, beaucoup de pression. Il nous partage ses enseignements en tant qu'entrepreneur. Allez-y, c'est tout de suite et n'hésitez pas à partager vos commentaires, à nous questionner aussi. On y répondra évidemment comme toujours. Bienvenue bienvenue chez ClimbUp. Nous sommes chez François. Enfin, est-ce qu'on peut dire qu'on est chez toi? Dans une salle de réunion, donc c'est un peu chez moi, c'est mon monde, c'est là où je passe beaucoup de temps, la majeure partie de mon temps. Alors je bouge aussi dans les salles d'escalade, et puis pour faire le tour des salles d'escalade, il y en a 32 salles d'escalade en France, 33 avec celle de Nîmes qui a ouvert la semaine dernière. Mais c'est vrai que c'est là où je passe mon temps en réunion, en visio, en échange avec mes directeurs d'exploitation et avec mes responsables. Ouais, François Petit, PDG de la société ClimbUp, mais... moi, quand je t'entends dire ça, t'es pas malheureux dans ta vie, dans une salle de réunion, alors que tu viens du monde de la grimpe? Un petit peu, effectivement. Donc, excuse-moi de poser la question comme ça. Hein. Non, c'est pas malheureux, mais c'est vrai que ça me manque, les salles me manquent. Ouais. Et donc demain, je monte à Porte d'Italie pour voir la salle, pour voir aussi les dirigeants, enfin de la salle, le directeur. Mais oui, je suis un peu malheureux. Moi qui suis né dans les montagnes, à Albertville, en Savoie, face au Mont Blanc, c'est un petit peu dur. Alors, normalement, quand il fait beau de cette salle de réunion, on voit le Mont Blanc quand même. Ouais, je regarde là. On a une belle vue, c'est pour ça que j'ai déjà pris une salle, enfin en tout cas des bureaux avec des grandes baies vitrées et avec de la lumière. Pour moi, la lumière c'est essentiel, effectivement. Ouais. Et voilà, après Lyon, c'est une ville quand même agréable, on vit en vélo, sympa quand même. Voilà. Ouais. T'es né à Albertville, maintenant t'es un Lyonnais. D'adoption. D'adoption, et t'as adopté. J'aime bien, je suis à Croix-Rousse, je fais le marché aussi le week-end. Des fois, on descend dans le sud grimper, c'est pas très loin. Lyon, c'est bien placé par rapport aux montagnes. Là, on va aller passer nos vacances au ski. Il y a des week-ends, on descend dans le sud 2 jours, donc c'est assez proche. C'est le centre. Des fois, on va à Fontainebleau aussi. En 2h30, on est à Fontainebleau. Je sais pas pourquoi, mais quand je t'écoute comme ça, j'ai une mauvaise habitude, c'est de pas trop préparer mes podcasts pour pas être trop téléguidé sur pas trop être téléguidé, me faire confiance à la rencontre, etc. Et tout de suite, quand je discute avec toi, là, forcément, on est à Lyon, entrepreneuriat, sport. Ça me ramène à Yann Cuchera, que j'ai eu il y a pas très longtemps finalement avec Yann, et quand il m'a raconté toute son histoire, on a passé vraiment beaucoup de temps à la genèse, tu vois, à le ramener à la pratique de la gymnastique, les fondamentaux, se planter 36 000 fois avant de réussir un truc. Et il est pas malheureux dans ce qu'il fait, attention, hein. Mais c'est vrai qu'entre le sport, se dépenser, et puis l'entrepreneuriat, alors on va faire des parallèles tous les deux, mais quand même, toi, t'es bien d'un sport aussi, beaucoup en nature, en extérieur. Alors, qu'est-ce qui te manque le plus par rapport à cette naissance, tu vois, où tu as cet environnement Albertville aujourd'hui? S'il y avait un truc qui te manquait fondamental et que tu t'espères retrouver un jour? C'est les montagnes. Les montagnes et la nature, effectivement. Ouais. C'est ce qui me manque le plus quand je vais dans le sud ou quand je vais dans les montagnes. Je suis heureux, je suis content. Ouais. Voilà, c'est ce qui me manque. Après, je suis fier de ce que j'ai monté, mais au quotidien de ma vie, c'est la nature. D'aller me balader sur les sommets ou en tout cas dans la nature, c'est ce qui me manque le plus. Ouais. Si on met de côté l'aspect familial, de quoi tu es le plus fier de ton parcours professionnel en tant que grimpeur? On dit grimpeur d'ailleurs? Ouais. Ou en tant que entrepreneur? Entrepreneur.
Plutôt entrepreneur maintenant, parce qu'on a le plus gros réseau de salles d'escalade en France ou dans le monde. Il n'y a que nous qui avons plus que 30 salles d'escalade. Climb Up, c'est le plus gros réseau mondial de salles d'escalade. On est français, effectivement, mais on a... Il faut le dire. Oui, c'est ça. On peut en être fier quand même. Ah oui. Il n'y a pas l'équivalent dans le monde. Il n'y a pas l'équivalent dans le monde. Même Momentum qui a 29 salles, et puis après d'autres français comme Marcos qui a 25 ou 26 salles, et puis Bloc Session qui progresse vite, parce que c'est les plus petites salles. Mais en tout cas, voilà, Climb Up est le leader, on va dire, mondial, en étant que français, franco-français. Oui, on a vraiment cette culture en France de la grimpe et d'avoir créé dans la ville, dans l'urbanisation, cet accès à l'escalade et à la grimpe, ces sensations. C'est surtout les salles de bloc qui font de la restauration, qui sont développées, surtout sur Paris. C'était Blockout à la base, après Vertical Art, Arcos, Vertical Art, ouais, qui sont développées. Mais et nous, avec Altissimo, on était plutôt sur des salles de voix. Climb Up propose des voix et du bloc pour enfants, familles. Voilà, c'est une différenciation que l'on a. Et puis après, la fierté d'avoir été champion du monde, effectivement, mais il y a déjà 25 ans, donc c'est pas que j'ai oublié, mais il y a longtemps, quoi. Voilà. Il y a 25 ans, tu as été champion du monde. Il y a 27 ans même. 27 ans. Ça fait pas... Et t'as quel âge? 49. T'as 49? Ouais. Bon, tu sais que tu me donnes de respect. 74, moi. Ouais. Non, j'ai pas 74 ans, je suis de 74. D'accord, il y a 27 ans. Ouais. Ça passe vite, ouais. Mais alors, du coup, quand tu réponds à ma question, là, en termes de fierté, tu vois, de valorisation, c'est plutôt l'aspect entrepreneurial. Mais est-ce que tu me dis ça parce que c'est ce qu'il y a de plus proche, finalement? C'est ce qu'il y a de plus proche. Après, c'est aussi une fierté d'avoir créé un groupe avec 500 collaborateurs. 30 salles, voilà, mais c'est vrai que c'est plus dur tous les jours de gérer effectivement des collaborateurs que se gérer soi-même quand tu t'entraînes. T'as un coach, t'as effectivement des proches, mais ce qui est plus beau, c'est d'arriver à faire avancer tout le monde dans le même sens. C'est ça qui est, quand on est entrepreneur, c'est ce qui est beau, tu as vécu ça aussi. Et des fois, il y a des moments plus difficiles. Le Covid est arrivé, après le Covid, c'était compliqué aussi. Donc on a des années plus compliquées que nos années avant Covid, effectivement. Et si je te dis comme ça, là, pour faire le lien entre ton titre de champion du monde, quoi, et puis aujourd'hui ton titre, qui n'est pas personnel, on l'entend bien, c'est collectif évidemment, c'est pas seul que ça se fait Climb Up, mais quand même de numéro 1 mondial, là aussi. C'est quoi les parallèles entre les deux? Si tu veux dire un petit peu toi, la concomitance entre ton mindset de l'époque et celui d'aujourd'hui, c'est quoi le lien du sportif de haut niveau et de l'entrepreneur de haut niveau que tu es? Alors le parallèle, c'est ce qu'on me demande souvent. C'est vrai, merde, je suis original là-dessus. Non, mais non, c'est le fait de pas baisser les bras quand on a des problèmes, surtout en escalade. En fait, en escalade, on a la qualité de pouvoir passer des fois des surplombs ou des moments difficiles. Et pour l'entrepreneur, c'est pareil. Il y a des moments qui sont difficiles et il faut savoir surmonter ces épreuves, savoir écouter des gens. Moi, c'est plutôt ma qualité d'écouter des gens, de s'entourer ensuite pour pouvoir affronter ces moments difficiles et arriver à continuer d'avancer. Voilà. Et quand tu es grimpeur, c'est ton coach, c'est son préparateur mental qui va t'aider aussi à affronter des moments difficiles, mais c'est toi-même en fait. Entrepreneur, c'est un petit peu plus difficile ou plus fort parce que c'est toute une équipe qu'il faut faire avancer, quoi. Ouais. Et puis après, c'est l'envie d'avancer, enfin c'est ce qui m'a toujours animé, l'envie de grimper, d'aller plus haut, ce que je dis dans mes mails, dans mes séminaires, c'est le fait de vouloir toujours avancer, de vouloir grandir, faire grandir les équipes, c'est ce qui est écrit aussi un peu derrière moi. Ma volonté, c'est de faire évoluer la société, faire grandir les équipes et l'humain qui est important pour moi. Donc on a des valeurs importantes à Climb Up qui viennent un peu de l'escalade, c'est de la confiance, du respect, d'excellence, du partage et de la passion. Voilà. Alors, je peux les noter: confiance, respect, j'ai entendu du partage. Partage, de la passion. La passion. Il y a de l'excellence, voilà, pour Climb Up. Ça s'appelle... Bon, ok. Allez, de dirigeant entrepreneur, effectivement, on va trouver ça comme dans les salles de sport, enfin dans les équipes de football, etc., ou de rugby, on met les valeurs. Ok. Bon, toi, tu les incarnes parce que tu es un foncier sportif et que si tu n'incarnes pas, ça passe pas dans le sport. Tu es nul face à ça. Mais si on n'avait qu'une seule à choisir, ce serait laquelle pour toi? Moi, la passion, parce qu'on peut pas faire des choses effectivement sans passion. Faut avoir du plaisir et de la passion pour faire les choses, pour faire avancer. Ouais. Voilà. Puis après, c'est normal qu'il y ait de la confiance et du respect. Pour moi, c'est des bases. Ouais, ok.
Ouais, la passion, c'est important. Le plus important, c'est ce qui nous anime tous les jours, quoi. Et si je pose la question, on peut parler un peu de la famille? Ouais. Si je pose la question de la famille, est-ce qu'il dirait que tu es un passionné ou tu as été passionné, tu l'es encore, tu l'es moins, tu l'es plus? Alors, je suis plus famille, effectivement, qu'au début. Avant, j'étais passionné par l'escalade et on passait tous nos week-ends dans le sud de la France. Maintenant, c'est plutôt à Lyon. Effectivement, c'est des activités différentes, au foot ou au basket avec mes enfants. Ils ont quel âge? 12 et 16. D'accord, les ados? Les ados, ouais. Ça se passe bien. Ça va? Ouais. On a des bons ados, pour l'instant. Non, mais la famille, pour moi, c'est important. La famille et l'humain, c'est important, c'est ce qui me tient à cœur aussi. Donc, c'est un équilibre, de toute façon, entre la vie professionnelle, la vie personnelle, effectivement, la vie familiale. Voilà, donc, on va dire, j'ai peut-être pas assez d'amis. Je passe du boulot à la maison rapidement, pas trop de soirées. Voilà, mais avant, quand j'étais grimpeur, c'était un peu pareil. J'étais à l'école, à la fac, et puis je partais directement aller m'entraîner tous les soirs, presque. Donc, t'étais où? J'étais à l'INSA de Lyon, une école d'ingénieur. Et avant? Avant, à Albertville, en bac, voilà, dans les montagnes, on habitait une maison face au Mont Blanc, donc j'ouvrais mes volets et j'avais le Mont Blanc. C'était où? À Plancherine. Oh là, j'ai... Plancherine, c'est montant au col de Tamier, depuis Albertville. D'accord. Et t'avais la vue sur le Mont Blanc? Ah oui? Ah oui, d'accord, je vois pas trop la vallée là, mais ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu ressentais quand tu vois la fenêtre? Eh ben non, j'étais content de le voir, on voyait s'il allait faire mauvais ou pas. Déjà. Si il avait une calotte nageuse sur le Mont Blanc. Ouais. Mais non, puis je l'ai fait à 10 ans. Pour moi, c'était quelque chose qui m'a marqué. Mon père était un grand montagnard. Ouais. Mon frère aussi. Ma mère, non, malheureusement, parce qu'elle restait à la maison et puis elle s'inquiétait. Elle était stressée. Mais j'ai passé beaucoup d'été dans le massif du Mont Blanc à partir de 10 ans jusqu'à 16 ans. Et à un moment, j'ai arrêté parce que j'avais un peu peur des pierres qui tombaient. Ça siffle, en fait, ça rebondit. Et tu me dis, même avec ton petit casque, tu vas pas, des fois, t'es fragile, quoi. T'as eu cette sensation de fragilité à un moment donné dans l'escalade, de dire ça tient rien à vie? L'escalade, en escalade, ça va, parce que souvent j'étais derrière mon grand frère qui était devant, moi j'étais derrière avec mon père. Mais le plus grand problème, c'est les chutes de pierre qui, en fait, avec le réchauffement climatique, de toute façon, l'après-midi, donc les fissures fondent, il y a des pierres qui se détachent, donc ça part d'en haut, et donc ça descend, on sait pas où ça va descendre, ça ricoche, voilà. Et donc c'est de la roulette russe un petit peu. On s'est pris des mauvais temps aussi dans les drues, donc ça calme un petit peu quand ta saison, tu te dis, mais je vais arrêter de prendre autant de risques. Ouais. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à faire de l'escalade de compétition, à m'entraîner sur des murs. Tu choisis ça plutôt que l'alpi avec toutes les composantes de risque, même si quand on voit des gars qui font de l'escalade, ça fait peur, quoi. Alors que bon, globalement... J'aime bien avoir peur, mais à un moment, il y a une limite. Et surtout, j'aime bien maîtriser ma peur. En fait, j'aime bien, même en escalade, de grimper, d'aller faire des grandes voies, mais de maîtriser sa peur, mais quand le danger est extérieur, c'est de la roulette russe et après c'est voilà, j'ai pas envie de mourir bêtement, quoi. Ouais, t'as pas dû être à l'aise. J'aime bien l'excitation quand on grimpe, quand on fait des grandes voies, d'avoir 5, 10, 15 mètres entre les points. Tu te dis c'est presque du solo, mais tu gères ton escalade et s'il n'y a pas de pierre qui tombe quand tu es à Madagascar ou au Maroc, voilà, c'est sain. Et ça, c'est plus beau pour moi. C'est intéressant tout à l'heure quand on parlera de l'entrepreneuriat sur cette période complexe justement où tu maîtrisais plus rien, quoi, le Covid, là, comme tous les entrepreneurs, d'un seul coup t'as un modèle qui est plus que fragile et ça nous ramène un peu à ce que tu évoques là où t'as un choix que tu fais étant jeune de dire tiens je vais plutôt aller sur des paramètres que je maîtrise et pouvoir progresser par rapport à mon niveau et c'est plutôt moi qui maîtrise tout cet environnement extérieur. Donc ça à l'époque c'est quand tu dis faire de la grimpe, c'est en intérieur, c'est pas en l'extérieur? Alors tout à fait, à 16 ans c'est là où je me suis plus entraîné et comme les compétitions se déroulaient à l'intérieur, tout indoor, effectivement on était des staccanos, on va dire, du mur. On avait fait un pan dans ma cave et puis un mur dans une grande grange. Et on tournait à faire des circuits. Les circuits, donc c'est plusieurs mouvements qui suivent, jusqu'à 100, 150 mouvements. Toute une après-midi, une soirée pour s'entraîner et je me sentais très bien après, quoi. Donc j'ai besoin toujours de faire du sport, de m'entraîner ou de courir, en tout cas. En ce moment. Donc de faire des trails, c'est plus simple de s'entraîner, de faire des trails que de faire des compétitions d'escalade. Mais pour le coup, tu préfères faire du trail que courir sur un tapis de course? Ah bien sûr, non, je vais être dehors, effectivement, dehors et dans la nature. C'est pas le choix en fait. J'ai jamais fait de tapis de course ou de séance. Quand on fait de la grimpe dans ta pratique, c'est pas parce qu'on n'aime pas l'outdoor, c'est pas parce qu'on n'aime pas l'extérieur. C'est qu'est-ce qui fait que tu fais de l'indoor plutôt que de la grimpe outdoor? C'est pour cette notion de sécurité que tu nous évoquais?
Non, sécurité, puis en fait, j'étais compétiteur, vraiment compétiteur. Ouais, voilà, j'aime gagner, j'aime être le meilleur. Et donc là, effectivement, pour s'entraîner, pour être Comment tu l'as su, ça? Parce que tu sais, c'est pas évident, cerner cet élément de compétition, c'est maintenant quand même, c'est plutôt maintenant. En fait, c'est pas battre les autres, c'est donner le meilleur de soi-même et essayer de gagner. En fait, c'est pas de battre les autres, de leur mettre des pots de banane sous les chaussons, mais c'est plutôt de donner le meilleur de soi-même et de gagner, c'est un objectif. Après, quand j'ai commencé l'escalade ou les compétitions, mon objectif, c'était pas d'être champion du monde, mais c'était de progresser et d'évoluer. Et comme quand j'ai commencé à travailler dans les salles d'escalade, mon objectif c'était pas d'être le leader des salles d'escalade, c'était de me faire plaisir et de gérer une salle d'escalade déjà, après d'en avoir une autre, et ça s'est fait petit à petit de devenir leader, quoi. Ouais. Donc 16 ans tu te mets dans cette pratique, cette discipline de compétition, et à partir de quand ça devient vraiment très sérieux pour toi? Et ben à partir de 16 ans, puisque ça devient champion de France senior à 16 ans, de François Legrand qui a 21 ans et qui était déjà champion du monde d'escalade. Et alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est une révélation? C'est une révélation, effectivement. Moi j'allais pas, j'étais content d'être en finale. En finale des championnats de France, je me suis libéré, j'ai bien grimpé en étant très léger sur les prises. Aucune pression, et donc tu donnes le meilleur de toi-même. Et François Legrand avait fait deuxième, et donc était très déçu. J'étais le petit inconnu. Alors lui s'appelait François Legrand et moi c'était François Petit, donc les médias ils s'en sont emparés. Mais donc c'était des années où à partir de là, c'était en 1991, où j'ai été champion du monde après jeune en cadet en 92, champion du monde junior en 94, et j'ai gagné les championnats des premières coupes du monde en 93 à l'âge de 18 ans, et c'est là que ça m'a permis d'évoluer, voilà. Et les championnats du monde à 21 ans en 97. C'est à partir de 21 ans qu'on est dans les élites, pas être avant à partir de 18 ans, j'avais déjà gagné les coupes du monde, gagné les grands internationaux, mais c'est effectivement entre 18 et 25 ans on est les meilleurs. Ouais, d'accord. Ça c'est toujours pareil maintenant au JO, c'était assez jeunes quand même. Oui, c'est vrai que les plus anciens voyaient leurs limites. Enfin, même, alors oui, j'ai le peu que j'ai vu, en fait, on voit que les gars, les jumeaux, enfin les jumeaux, les Français là, que je connais pas, que je connais pas bien. Donc désolé pour les puristes. Si Blanchard raconte des trucs, mais qu'est-ce qu'il dit comme mots les gars là, et je suis complètement inculte dans cette discipline, même si je la pratique un tout petit peu, mais plus par plaisir. Donc tu me corriges, t'hésites pas. Pour repréciser les choses et des bonnes références, tu vois. Pour tous les gars, les puristes qui t'écoutent et qui disent c'est rien là, c'est pas top ce que tu fais. J'ai pour habitude de ne pas trop m'immiscer dans ces sports-là, justement, pour justement rééclairer et puis donner envie des gens aussi de venir dans cet univers de l'escalade ou de la grimpe. Et justement, tu contribues aussi avec ton entreprise Climb Up, on va en parler. Mais à cette époque-là, 16 ans, une révélation, quand même cool, ce clin d'œil, j'imagine que les médias, ça doit être vraiment génial de s'éclater avec vos noms de famille. Et comment il réagit d'ailleurs le grand par rapport au petit? Il me parlait pas trop, il faisait la tête, effectivement. Après, on a plus parlé quand on a arrêté les compétitions, parce que lui, il voulait vraiment gagner, c'était sa vie. Moi, j'ai continué mes études d'ingénieur, et lui, il avait arrêté pour vraiment à l'escalade de compétition. Il était parti en première de chez ses parents pour vivre dans une falaise, on va dire. Et donc nos relations étaient tendues quand même. Et lui il voulait gagner à tout prix, et puis moi j'étais plutôt me faire plaisir, et c'était un jeu pour moi. Et c'est vrai que les compétitions où je devenais le favori, et c'est là où c'était dur de gagner. Donc après j'ai fait de la préparation mentale, j'ai fait de la sophrologie. C'est fou ça. À l'époque c'était, on nous avait sensibilisés. Olivier Guidi du Krebs d'Aix-en-Provence nous avait sensibilisés à ça, et je trouvais que c'était bien. Et c'est ce qui me manquait. Donc ça t'a aidé. Ça m'a aidé, effectivement. Qu'est-ce que ça... parce que par rapport à... Dès qu'il y avait la pression et que ça devenait plus un jeu, ça devenait un peu... on se bloque, en fait, et on ne grimpe pas d'une façon... C'est marrant, les mots que t'emploies. On se bloque. On se bloque, on n'a pas l'énergie pour effectivement avancer, pour être délié, pour respirer correctement. Et quand on se fait plaisir et qu'on grimpe d'une façon déliée, on a l'impression de danser sur le mur, quoi. C'est complètement différent. Donc les compétitions que j'ai gagnées, c'est là où j'étais dans un état vraiment très positif, où je me libérais complètement. Tu faisais quoi pour te libérer? C'était quoi le déclic? C'était des respirations. Des respirations, puis en fait de vraiment se focaliser sur ses prises, sur son objectif, et pas sur les personnes qui sont derrière, le public. Il faut se concentrer sur son objectif et donner le meilleur de soi-même. C'est surtout ça, donner le meilleur de soi-même sans avoir peur. Alors ça c'est en théorie.
Ouais. Mais en pratique aussi, tu vas me dire. Mais on est, voilà, toi, on imagine comment t'es avant, crispé, tendu parce qu'il y a de l'enjeu, il y a de la pression, etc. Et là, j'ai un sophrologue qui m'a aidé, ou j'ai un prep mental, tu avais le terme que tu veux, qui m'a fait découvrir des choses, ressentir des choses. T'arrives comment face à ton mur, ton bloc, ton... Plus détendu en fait, et puis c'est du plaisir. Après, c'est du plaisir. Mais tu fais quoi? T'as fait quoi? Tu gardes pas de respiration, mais tu fermes les yeux, tu respires. Tu fermes les yeux, effectivement, tu détends les bras, simplement. Tu reviens dans ton corps, on va dire. Ouais. Voilà, il faut surtout fermer les yeux, de revenir dans ton corps, et puis en fait, en escalade, ce qui est facile, c'est que tu as visualisé la voie avant, peut-être 2-3 heures avant. En fait, il y a une visualisation collective qui dure 6 minutes. Après, tu retournes dans une zone d'isolement. Et à ce moment-là, tu te prépares à la grimper. Donc, tu es dans ta voie et tu te mémores ça. Et donc, sachant que tu l'as pas faite en vrai. Non, mais en fait, comme tu te l'es bien mémorisé, quand tu grimpes, c'est presque de l'automatisme. Comme si, c'est d'automatisme. Même les muscles se sont entraînés en fait, à faire les mouvements, puisque tu mimes tes mouvements. Et en fait, tu es beaucoup plus délié dans la voie. Voilà. Ouais. Toute cette gymnastique intérieure devient, quand tu l'as en vrai, elle est beaucoup plus naturelle. Beaucoup fluide. Beaucoup plus fluide. Et donc, même les moments de repos que tu as imaginés, tu vas les prendre, ces repos, tu vas respirer. Et ça permet de monter plus haut que les autres, quoi. Ouais. Il y a des sports comme celui-ci, on pourrait parler de parapente, où on est vraiment connecté avec les sensations. C'est vital presque. Enfin, en tout cas, oui, ça peut être vital dans certaines disciplines de se connecter à ces sensations, là où ça l'est beaucoup moins dans certaines disciplines, dans certains sports. Je sais que moi, dans mon sport de triathlon, la visualisation, on est un peu bourrin, quoi. J'exagère, mais on sait très bien que on va chercher dans la prep mentale peut-être d'autres ressources, dépasser la douleur, etc. Mais pour le coup, la visualisation, on apprend beaucoup de ton sport, par exemple, dans ces sports-là où justement cette imagerie mentale prépare, conditionne. Et toi, est-ce que tu t'autorisais, ça c'est une question que j'ai posée à Chloé, très poche, il n'y a pas très longtemps, est-ce que tu t'es autorisé aussi dans ta visualisation, ça c'est la chambre d'appel, la visualisation, on voit comment tu dis, le mur, la face, le mur. Mais est-ce que tu t'autorisais toi aussi à imaginer des victoires, des podiums c'est ça en fait, quand tu t'imagines grimper, quand tu es dans une zone d'isolement, tu t'imagines. Alors, on le fait aussi en préparation avant, préparation mentale pour se voir vaincre, tout ça, et ça donne de l'énergie pour s'entraîner. Mais en fait, en zone d'isolement, tu te vois grimper, et donc tu as deux imageries, tu te vois grimper et tu te vois gagner en haut, tu vas faire la voie, et puis après tu te ressens grimper, donc d'un côté t'es spectateur et de l'autre côté t'es acteur, et tu te ressens grimper, tu regardes effectivement si tu peux toucher telle prise, et tu te ressens arriver au sommet de la voie, voilà. Tu as les deux visualisations qui sont importantes pour être bien dedans, quoi. Et le plus important, c'est de se ressentir les équilibres, ressentir ce que tu as dans les mains, parce que les prises, on les connaissait un petit peu, parce qu'on essayait d'avoir toutes les prises pour savoir où est-ce qu'elles étaient bonnes, comment les prendre, etc. Jusqu'à le fait de se voir aussi. Alors là, c'est plus... ça n'a rien à voir avec la sensation de monter, mais de dire, tiens, après, victoire, s'autoriser à dire, je ressens cette victoire, j'ai le goût de la victoire dans la bouche. Alors, on allait jusqu'au sommet de la voie pour, retoucher, les dernières prises somnitales de les bras, et c'est ça qui nous donne de l'envie, de l'énergie, pour grimper après. Ouais. Et donc, c'est plutôt positif de dire que c'est possible. C'est possible. Et que si on tombe à un moment, c'est ce qu'il faut se dire, en tout cas, si on tombe à un moment, c'est pas grave, c'est pas ça qui va bouleverser notre vie. Mais en tout cas, si on réussit, ça peut être que du positif. Ouais. Et les championnats du monde, quand j'ai gagné en 97, c'était que la voie était difficile. Moi, j'avais une qualité, c'était plutôt d'être fort en bloc, d'être très résistant. Et j'ai grimpé d'une façon déliée. J'étais pas le favori à l'époque. Deuxième ou troisième. Mais François Legrand, qui était le favori, et puis mon frère, étaient plutôt des gens qui avaient beaucoup de continuité, mais pas beaucoup de résistance ou de force. Et en fait, ils sont tombés plus bas que moi. Et j'ai grimpé d'une façon déliée pour arriver le plus haut possible. D'accord. De ta force, tu as réussi à l'assouplir, à la fluidifier, la délier, comme tu dis. Comment ? En fait, c'est tout naturel, la force d'entraînement aussi, mais... c'est pas ta nature, tu vois, tu es naturel, mais ta nature, c'est plutôt la force par rapport aux autres, et comment tu arrives à... J'arrive avec de l'entraînement à être aussi souple et fluide. En fait, j'ai une base de force, mais en fait, pour s'entraîner sur les compétitions de difficulté, ça s'appelle la difficulté pour aller sur des murs de 15 mètres de hauteur, on doit effectivement apprendre à respirer, apprendre à être fluide, mais là, il fallait vraiment être tonique dès le départ, donc plutôt, être sur cette énergie plutôt très portée sur la force. D'accord.
Il y a des moments où tu mets une énergie dans la force, et des moments où tu mets une énergie plus dans la fluidité. Et en visualisation de la voix, tu vois quelle énergie il faut mettre effectivement dans la voix. C'est plutôt commencer dur ou pas. Et c'était 2 ans après, donc 4 ans après, en 2001, la voix pareil, de finale des championnats du monde. J'ai fait 3e, j'aurais peut-être dû gagner, mais en tout cas, j'y suis arrivé plutôt cool en me disant, c'est une longue voie, il va falloir que je sois cool. C'était le moment où j'étais le plus fort. Et en fait, celui qui a gagné, c'est un petit jeune français, Jérôme Pouvreau, et qui lui est arrivé teigneux et comme moi 4 ans avant. Et c'est vrai que ça dépend de l'énergie. Donc dès le début, j'étais crispé parce que j'étais pas dans le bon sens, on va dire, dans le bon feeling. Voilà. Alors, ça joue à pas grand chose. Ouais, ça joue à pas grand chose. Surtout que c'est des pouillèmes de secondes, vous. Enfin, ça sert à rien. À l'époque, c'était aussi arrivé le plus là-haut déjà, et avec le chrono. Non, le chrono, en fait, c'était un temps limite, donc c'est pas le temps qui va compter, c'est un temps limite, mais le mur était tellement déversant, que tu vas pas rester très longtemps, les prises sont petites, t'as pas des grosses prises pour rester, te reposer, mais il y a un temps limite. À l'époque, c'était 7-8 minutes, maintenant c'est 6 minutes, mais voilà, les murs sont plus résistants et il faut effectivement que les grimpeurs grimpent vite, quoi. Voilà. Alors je refais le parallèle avec Yann Cucherin. Excusez-moi, quand tu as fait exactement la même chose que lui, en fait, il fermait les yeux, il se retrouvait là dans cet espace-temps il y a quelques années en arrière. On va pas trop se dire quand même, mais et c'est marrant parce que je sais pas si tu ressens ça toi là. Tu es toujours dans la pratique. Ce que Yann fait beaucoup moins aujourd'hui, la pratique des agrès à la gymnastique. Et en fait, c'est marrant, je ressens des trucs exactement, et ça me replonge là-dedans, et en fait, je voyais vraiment, j'avais un instant là où je voyais les yeux qui papillent et tout, des sensations, il me dit, et je retrouve des trucs et tout. Alors, je saurais pas dire, je vais le redécrire, mais c'était vraiment marrant de voir ça, et je l'avais ramené en arrière, et il me dit, c'est marrant parce que ce que je ressens là, en dehors, comme tu fais le travail de visualisation, alors, il vous échappera pas, si vous écoutez, mais je vous invite à regarder sur YouTube, parce qu'en fait, la séquence de 10 minutes qu'on vient de faire, t'es plus les yeux fermés que les yeux ouverts. Et en fait, est-ce que tu as ressenti des choses comme lui, justement? Et c'est marrant, parce que de dire ça, ça me fait reprendre conscience, de reconscientiser des choses qui étaient marquées dans mon corps, mais j'avais peut-être un peu oublié. Bien sûr, hein. Si tu ressens les choses, même s'il y a 25 ans, j'allais dire 10 ans, mais c'est il y a 25 ou 27 ans. Tout à fait. C'est la voix de finale des championnats du monde, je m'en rappelle comme si c'était hier. De 97 Ouais. Tu vois, dans une partie de ton cerveau, elle est toujours là, ancrée, marquée. Ouais, alors il y avait des images qui étaient dans la presse, tout ça, donc des fois je relis pour montrer à mes enfants mais ils ne croient pas que j'ai été champion du monde. Maintenant, quand ils me voient grimper, non, on n'a pas de coupe à la maison, on a essayé d'épurer. En fait, d'être champion, à un moment, c'est beau, c'est bien, mais des fois, c'est dur parce que donc tu as des moments d'adrénaline importants, mais après, ça retombe. Donc, c'est aussi des moments intenses, difficiles. Quand tu reviens d'une compétition, que tu n'as pas bien fait, que ta copine, elle repart chez elle aussi, il y a des moments compliqués où tu retournes à l'INSA un peu seul dans une chambre. Il y a des moments plus difficiles, mais c'est des moments intenses et on se rappelle des moments intenses. Donc les championnats du monde, c'était un beau moment. Même les autres compétitions que j'ai gagnées ou que j'ai perdues, les championnats du monde en 2001, ça je me rappelais bien de la voix et des sensations que j'avais quand je me remémore. Et c'est du physique, c'est ancré dans mon corps presque. Et c'est des choses qui me manquent un petit peu. Moi, je continue de grimper régulièrement. C'est pas au même niveau, mais en tout cas, c'est des plaisirs qui sont toujours là. Alors, je me fais plus plaisir qu'avant. Avant, je me mettais des obligations pour faire des voies dures, de travailler les voies, puisque c'est comme ça qu'on progresse. Maintenant, c'est plutôt du plaisir à partager avec d'autres personnes. Et la question qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est quand tu fais ta pratique, puisqu'il y a moins la performance, il y a moins les cotations qui vont te stimuler, où tu trouves la notion de plaisir là-dedans? Dans le mouvement, en fait. Simplement dans le mouvement. C'est simplement dans le mouvement parce que l'escalade, tu es en pleine conscience. C'est pour ça, un peu comme la sophrologie. Tu es en pleine conscience, tu dois avoir tes équilibres, tu dois ressentir ce que tu as sous ton pied, sous ton chausson d'escalade, dans tes mains pour grimper. Et ça me libère complètement la tête parce que sinon, je suis tout le temps en train de réfléchir à mon boulot, à mes soucis, effectivement, au développement de nouvelles salles. Et là, quand tu grimpes, tu es complètement ancré avec toi-même et en pleine conscience avec ton corps. Et ça me, 1h30, 2 heures d'escalade me libère complètement l'esprit. Et le fait de ne pas être dans le même niveau de performance ne te frustre pas? Non, pas du tout. Non. Parce que tu trouves un plaisir dans le mouvement, tu disais, c'est-à-dire?
Et ben dans l'escalade, la fluidité de l'escalade, c'est dans le mouvement de la voie d'escalade. Ouais, ça paraît évident, c'est comme ça, mais moi Mais comme Yann, il refait il fera pas les mêmes figures, tout ça, mais il sera, je pense, content de refaire des mouvements. De gym où il ressent des choses, tu ressens. En fait, je t'amène là-dessus parce que tu vois, juste à côté, là, je faisais le podcast il y a quelques temps avec Thierry Pic, et lui, il parle d'élégance en fait. Il dit à un moment donné, il y a la performance puis l'excellence. Donc toi, t'as atteint ce niveau d'excellence avec la récurrence, tu vois, qui est liée à la performance. Et on peut, en étant sportif de haut niveau, me dire des fois je mets une croix sur tout ça parce que finalement j'atteindrai plus ce niveau d'excellence, certes, mais on peut le trouver dans la grâce du mouvement et c'est ce que je voyais dans ce que tu exprimais. Oui, c'est un peu alors comme je suis plus fluide, voilà, il y a plus de la grâce, mais naturellement, de toute façon, c'est pas que je grimpe bien, c'est tout le monde quand il me voit grimper. Ils disent que je grimpe bien, je suis fluide, je suis un chat qui grimpe, on va dire. Je mets le bon effort sur chaque main, sur chaque pied. Il dit c'est beau. C'est beau, oui. Voilà. C'est la beauté dans le geste. Voilà, il y a la beauté dans le geste. Comme Patrick Edinger qui grimpait il y a 40-50 ans. Effectivement, c'était ça aussi. Il y avait une fluidité dans le geste et une sensation de légèreté, quoi. Ouais. T'aimes cette sensation d'avoir une aisance corporelle dans le mouvement, une certaine agilité, fluidité comme tu dis, et si tu te vois comme tu disais tout à l'heure, je me vois de l'intérieur, je me vois de l'extérieur, et là si je me vois de l'extérieur, c'est beau à voir, et c'est élégant, c'est quoi, quel mot tu mettrais là-dessus? T'as pas de fluidité, mais t'as pas... Dans le rubrique la beauté, tu vois, les gens disent quoi? Ah ouais, non, c'est élégant, effectivement, élégant de me voir grimper, c'est ce qu'ils disent, et puis fluide, c'est de la fluidité, voilà. Pourtant, à la base, c'est plutôt dans la force, comme tu disais. À la base, oui, mais j'ai appris à être plus fluide et puis maintenant je grimpe plus dans des voies que dans du bloc. Donc avant... Tu peux m'expliquer? Le bloc, c'est 4,50 m de haut avec des matelas au sol. On n'a pas de baudrier, pas de... Et les voies, donc ça fait 15 mètres de hauteur avec des baudriers, des boards. Voilà, donc on est plus fluide dans des voies. Le bloc, ça va durer 5 à 10 secondes d'effort. Puis après, on se repose. C'est très tonique, très puissant. Okay. C'est plutôt un sport d'hommes, on va dire. Il y a 65% d'hommes, 35% de femmes dans nos salles qui font du bloc. Les voies, c'est plutôt moitié-moitié parce que c'est une activité beaucoup plus fluide et élégante, ou en tout cas... Accessible aussi, ou non? Pas parce que dans les blocs, il y a des blocs très faciles, mais c'est déjà un petit peu tonique, et puis d'en haut, il faut redescendre au sauté de 4,50 m de haut. Donc, il faut savoir redescendre. Les voies, c'est surtout pour tout âge, 3 ans, 97 ans. Le bloc, c'est plutôt du 16-35 ans. Quoi. Voilà. Fontainebleau, on fait du bloc. C'est l'endroit toujours, la Fontainebleau? C'est toujours l'endroit effectivement mondial, international. Il faut faire du bloc et c'est toujours très beau. Nous on y va chaque automne avec mes enfants, ma compagne, parce que c'est beau avec les arbres, les bouleaux qui sont tout orange, tout ça. Il y a des belles lumières, il y a des blocs sur du sable posé. C'est assez impressionnant. Et on est en région parisienne. Au sud de la région parisienne, on est encore dans la pollution. Le lieu bien connu des trailers aussi, parisiens qui font les 25 bosses et qui croisent les grimpeurs. Les grimpeurs. Ils crachent pas dans le dos. Qu'est-ce que c'est que c'est tortue? C'est ça, ouais. C'est quoi, c'est ça, ouais. Quand on connaît pas, c'est bizarre au début. Puis, et vous, ça vous dérange pas de voir les gars qui cavalent, enfin les filles qui cavalent? Pas trop. Il y a beaucoup moins qu'à Lyon sur les quais. Sur les quais, quand on est en vélo, on voit tout le monde qui court. Surtout au mois de septembre, avant même l'hiver, quand je cours, il y a quand même du monde qui court. De plus en plus, oui. Ça, c'est le Covid qui a fait effectivement changer. T'as senti la différence, l'effet Covid sur la pratique du sport sur le sport nature, effectivement. Les nombres de trails, j'en faisais pas avant le Covid, j'en ai fait après le Covid déjà, donc je connaissais pas la différence, mais je vois qu'il y a de plus en plus d'inscrits dans les trails. Les gens qui courent, moi je courais sur les quais ou par la tête or, il n'y avait pas beaucoup qui couraient, maintenant c'est plein, il y a les lignes. Et nous, on a vu un effet Covid, effectivement, après dans nos salles d'escalade, parce qu'on est des lieux de vie. Nos salles d'escalade sont des lieux de vie, des lieux d'échange, des lieux conviviaux. Et beaucoup de gens pendant le Covid étaient enfermés chez eux, étaient en déconnexion, et ça a créé du lien dans nos salles d'escalade. Donc il y a des gens qui vont effectivement toujours dans des bars, etc. Mais de dire je vais aller grimper, et souvent nos clients viennent pour grimper un petit peu, mais surtout pour voir des amis, pour boire un verre, manger et créer du lien, quoi. Donc c'était une belle réussite. On a eu une belle année, en tout cas 2023-2024
sur notre activité escalade. Il y a plein de nouveaux qui sont venus à notre activité. 360 000 nouveaux clients qui sont venus dans nos 32 salles à l'époque. Pour pratiquer ou pour boire un coup? Non, 360 000 nouveaux clients. C'est pour pratiquer, boire un coup. Mais en tout cas, on a créé plus de 1000 nouveaux clients à chaque jour. Alors, il y a des gens qui grimpaient peut-être à Arcos ou Blockout dans d'autres salles, qui sont venus dans nos salles pour la première fois. Mais c'est impressionnant le nombre de nouvelles personnes qu'on a vues l'année passée, quoi. Ouais. Voilà. Si on revient sur tes années de pratique, comment tu sens que justement que cette pratique t'amène plus vers le ensemble que le solitaire? Alors c'est vrai que l'escalade c'est un sport solitaire, normalement t'es deux pour grimper, mais un peu solitaire en bloc ou face à la nature, face à ton... Voilà, donc c'est plutôt des duos, mais en fait ça se pratique à plusieurs parce que en fait tu fais des groupes. Il y a des groupes de pratiquants. Dans les salles, c'est plutôt même des groupes qui se retrouvent le mardi soir ou le jeudi soir. Et dans ma pratique, c'est ce qui m'a plu aussi en escalade, c'est qu'on se retrouvait à plusieurs et on grimpait, on se tirait la bourre pour s'entraîner à l'époque ou pour grimper maintenant d'une façon plus loisir ou plaisir, quoi. Voilà. Donc tu sentais que toi t'étais plus dans la pratique partagée que d'être la pratique solitaire. Ouais. Je suis un solitaire, parce que quand t'es montagnard, t'es plutôt un solitaire, t'aimes bien aller évoluer vers le haut, mais plutôt solitaire. Et pour moi, c'était plutôt créer du lien avec d'autres personnes et partager, surtout partager. Pour ça que c'est un de nos valeurs importantes, en tout cas, c'est de partager ces moments avec d'autres personnes, quoi. Ouais. Et l'escalade, c'est le partage quand même. Ouais. La confiance, parce que quand tu arrives au sommet d'une voie, c'est vraiment valorisant, tu prends confiance en toi. Et le partage, c'est une des choses les plus importantes en escalade. Ouais. Pour autant, est-ce que c'est un gars comme Edlinger, tu parlais de lui tout à l'heure, qui t'a inspiré, qui t'a vraiment donné envie, lui qui dégage plutôt le loup solitaire, c'est qu'une, moi je connais pas, mais l'image qu'on peut avoir, c'est un peu solitaire, c'est pas ce qu'il est, mais tu sais, l'image d'eux, moi quand j'étais gamin, je voyais Patrick Edlinger, waouh, c'était super inspirant, c'était un peu le loup solitaire, quoi. Ah, mais c'était un solitaire, effectivement, et qui était proche de la nature, qui était vraiment en adéquation avec la nature, et c'était quelqu'un qui grimpait très très bien, fluide, et qui était un lézard sur les rochers, quoi. Ouais. Et il grimpait, c'est lui qui m'a inspiré. On s'était rencontrés une fois à Céus quand j'étais tout petit, à 10 ans. On avait pris dans notre voiture pour monter au pied de la falaise, et après j'ai grimpé plusieurs fois avec lui chez lui dans son pan. Il m'avait invité, et dans son livre qu'il avait écrit, il parle de moi comme quelqu'un qui était très très doué et fort, qui l'avait marqué, quoi. Donc c'est ça qui m'avait dont je suis fier, parce que pour moi c'est une sorte de dieu. Il s'appelait même Dieu, on va dire, pour certaines personnes. Il était quelqu'un qui a inspiré une génération de grimpeurs. Les Français derrière, entre François Legrand, François Lombard, en tout cas, et une grosse génération de Français qui sont mis à l'escalade grâce à lui, et qui étaient les meilleurs grimpeurs mondiaux. Alors maintenant, on est plutôt 4e ou 5e nation mondiale, la France. Ouais. Avant, dans les 10 premiers Français, il y avait, dans les 10 premiers mondiaux, il y avait 6 ou 7 Français, quoi. Voilà. Ça me brûle. Je vais te poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? C'est les autres qui sont montés ou c'est la France qui a baissé? C'est les autres qui sont montés, effectivement. Les Français, c'est des gens doués, mais qui sont souvent pas assez travailleurs. Et quand t'as les Jeux Olympiques qui arrivent, t'as les Japonais, t'as effectivement des Russes qui se mettent vraiment à s'entraîner, les Chinois pour la vitesse. Les Chinois, il y a des pays qui s'entraînent beaucoup plus, qui pour eux, c'est très très important de réussir dans le sport. Et en France, on est doué en escalade, mais on s'entraîne peut-être pas assez bien. Et puis, c'est peut-être la structuration globale des équipes d'entraînement qui n'était pas... la préparation mentale n'était peut-être pas assez aussi forte que dans d'autres pays. Et puis, il y a des cultures. J'ai été 2 ans entraîneur national en 2011-2012, en bloc. Donc, j'ai vu ce que c'était. Une de mes athlètes est devenue championne du monde. En fait, entre 2001 ou 2002, c'est les derniers championnats du monde. À 2024, il n'y a que mon athlète qui a été champion du monde. Le reste, ça a été un peu plus mou. C'est les autres pays qui ont progressé, effectivement. La Slovénie, l'Autriche, et puis le Japon avec des athlètes de haut niveau maintenant. C'est plutôt les Japonais qui ont pris les devants, quoi. Il n'y a pas de morphotype, tu sais, il y a dans certains continents, on est plutôt plus dans la puissance, d'autres plutôt dans la dextérité, donc il n'y a pas des morphotypes par rapport à des pratiques sportives, non? C'est quand même mieux, effectivement, d'être entre 1m73 et 1m80, il ne faut pas être trop grand.
Pas être trop grand. En fait, les voies ou les blocs sont ouverts pour les gens à partir d'un mètre 72, on va dire, 1m70. Mais quand tu es trop petit, effectivement, tu peux être embêté pour certains mouvements d'allonge. Ça dépend des ouvertures. En fait, quand tu es trop grand, dans les dalles, c'est plus compliqué aussi. Il faut être vraiment... donc, les dalles, c'est les murs qui sont verticaux, on va dire. Puis après, tu as les murs plus déversants. Ça dépend si c'est du bloc ou des voies. Mais chez les filles... Il y a des filles japonaises qui sont petites et qui sont très très fortes. Effectivement, il y a un rapport poids-puissance quand même. Hein. Donc, quand tu es petit et que les ouvertures sont faites pour toi, ben, c'est plus facile quand même. Tiens, je vais faire un exercice de style. C'est le cas de le dire parce que c'est ce que je suis en train d'écrire sur mon cahier. Style. 3 styles pour toi. Si on te décrit ton style en tant que sportif, grimpeur, le style, c'est quoi ta patte, c'est quoi le style? Avec quelques adjectifs, hein, je te laisse réfléchir un petit peu là-dessus. Mais le style en tant que coach, parce que tu as été coach aussi, entraîneur. Donc c'est quoi le style? Qu'est-ce qui fait que les athlètes disent, bah tiens, le style, c'est quoi la patte François? Et le style entrepreneur. Ah, c'est dur, ouais. Et en fait, et je voudrais, alors là, en plus, je te mets une règle compliquée, c'est que faut pas essayer de dire, bah oui, ça s'applique aux 3, tu vois. Mettre un peu les teintures, tu vois. Le style ou les mots qui peuvent m'associer en tant que grimpeur, c'est plutôt le plaisir et la passion. Ouais. En tant qu'entraîneur, c'est le partage. Partage d'expérience en tout cas. D'accord. Et puis effectivement transmission quoi. Ouais. En tant que patron d'expérience. Non, en tant qu'entraîneur. D'accord. Ok. Transmission. Et en tant que patron, c'est plutôt non, en tout cas j'étais plutôt carré, organisé en tant qu'ingénieur. Ouais. Oui. Et puis donner de l'enthousiasme à toutes les équipes. Je suis plutôt un entrepreneur qui donne de l'enthousiasme. D'accord. Ouais, avec la passion toujours. Oui, toujours avec la passion, mais comme je l'ai dit, en tant que grimpeur... Bravo, bien joué. Tu as bien suivi la règle, bravo. Et tiens, avant d'aller sur justement tes études, puisque tu parlais d'INSA, d'ingénieur, ça c'est toi vu de l'intérieur. Et vu de l'extérieur, parce que tu fais l'exercice de prep mentale, de te voir, je suis en train de craper, je ressens, etc. Et puis la prep mentale, c'est vu de l'extérieur, est-ce que je vois, tac, etc. Bah on va faire le même exercice, le style, mais vu de l'extérieur. Pas pareil, tu vas me dire peut-être plaisir, passion, partage, expérience, transmission, mais non, vu de l'extérieur, c'est-à-dire les autres, quoi. Qu'est-ce qu'ils disaient toi quand tu étais sportif? Quand j'étais sportif, j'étais très timide. Et enfin, il me trouvait très timide et fermé un petit peu. Ouais. Il me disait que j'étais un peu l'horloge suisse. Je gagnais, je prenais pas trop de risques et j'étais assez froid. Ouais. Parce que je parlais pas beaucoup. C'est pas péjoratif. Hein. Ouais. Timide et un peu froid. Et en tant qu'entraîneur après? Ouais. En tant qu'entraîneur, c'était plutôt la rigueur. Ouais. Parce que mon prédécesseur était beaucoup plus cool que moi. Moi, je mettais de la rigueur pour éviter de boire des bières après la demi-finale, parce qu'il y avait la finale le lendemain, ou voilà. C'est révolu ce temps-là. Ouais, donc ils étaient un peu trop cool, mes athlètes. Ouais. Donc plutôt rigueur et sérieux, quoi. Rigueur, sérieux, avec beaucoup d'empathie quand même. Ah ouais, d'accord. Ouais. Le coach empathique. Ouais, parce que je les comprenais, mais je leur disais, en fait, pour donner de la rigueur, il faut aussi les comprendre. Bien sûr. Voilà. Et en tant que dirigeant, vu de l'extérieur, je pense que bienveillant, donc avec ses limites. Quand tu es une petite entreprise, ça va. Maintenant, quand on est 500, c'est un peu compliqué. Intéressant, ça d'en parler. On va en parler. Bienveillant et enthousiaste, quoi. Ouais. Voilà. De l'intérieur comme de l'extérieur. Ok, merci pour l'exercice qui n'est pas si simple que ça. Qu'est-ce qui t'amène à faire justement, on peut le comprendre, tiens, tu parlais de la méthode, l'organisation, etc. Côté carré, c'est pour ça que naturellement tu vas faire l'INSA, que tu te mets à l'école d'ingé. Ouais. C'est tes parents qui t'ont dit, il faut que tu fasses ça. Non, pas du tout. Non. Non. Non, pas du tout. non, ils sont profs, mes parents, donc c'est pas dans ce monde-là. Tu sais ce que tu veux dans la vie? Et tu sais ce que tu veux pas? Pas assez.
Ah, c'est vrai? Ouais. D'accord. Parce que ta façon de répondre, quand même, c'est assez. T'as une façon de répondre en général qui est assez directe. Bon. Tu fais ce que tu. Bah, je dis comme c'est pas. Des fois, je doute trop, j'ai l'impression. C'est vrai? D'accord. Ouais. Ok. Non, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, qui me remet en cause. Ah, et c'est pour ça que tu fais ingénieur, du coup, pour vraiment tac-tac mettre la méthode et pas se planter, ou non? Non, quand j'étais jeune, c'était assez fluide. Je trouvais que c'est la copine de mon frère qui faisait l'INSA, qui a trouvé que c'était super bien. Moi, en fait, je voulais pas faire prof parce que j'étais un peu trop timide. Ouais. Donc, ingénieur, ça m'allait bien pour aller travailler dans les sociétés de fabricants de matériel d'escalade comme Petzl. Et l'INSA, ça m'a plu. Effectivement, c'était carré. Ouais. J'ai appris des choses importantes. J'étais en sport-études, donc j'avais un cursus aménagé. Ok. C'est pour ça que j'y suis allé aussi. Puis j'aimais bien les maths et la physique. Donc, naturellement, en première terminale, j'étais dans les meilleurs. Prépa, école d'ingé, tout ça. Ouais, c'est prépa intégrée, oui. Prépa intégrée à l'INSA, d'accord. Et puis, non, ça m'a plu. Et puis, à la fin de l'école de l'INSA, en fait, j'ai fait mon projet de fin d'études à la salle d'escalade de Gerland pour développer un modèle de concept de salle d'escalade qu'on pourrait dupliquer après. Voilà. Et donc, c'est de là qu'est née, effectivement, mon envie de développer des salles. Et de travailler dans les salles d'escalade. Parce que l'INSA, on n'est pas trop sur le côté modèle business. Pas du tout. Tu aurais dû faire le mieux. Tout à fait. Juste à côté de nous, d'ailleurs. Tout à fait, mais non, j'étais ingénieur et je suis rentré dans le monde des salles d'escalade en tant qu'ouvreur. Ouais. Ouvreur et responsable du développement pendant un moment. Et puis, effectivement, j'ai grandi petit à petit dans le monde de la salle d'escalade, enfin des salles d'escalade, en tant que directeur technique, directeur adjoint et directeur. Et c'est quand j'étais directeur et que mon patron me dit, ben voilà, je veux vendre, tu veux acheter, je dis, ben ok. Mais ouais, ça s'est fait naturellement. Ouais. Et j'ai jamais fait effectivement d'école de management, pour gérer les entreprises. Et oui, justement. Peut-être que ça manque un peu. Je sais pas, hein. T'as pas fait ton master, t'as pas fait un master depuis, non, pour business, management ou truc classique, non? Non. Bah, ça va le sang, quoi. J'ai ça dans le sang. Après, je sais quelles sont mes limites. Je sais qu'il faut que je me fasse bien entourer. Donc, en 2019, quand on a levé des fonds, donc j'ai embauché une directrice des ressources humaines. Parce qu'avant, on le faisait, nous, effectivement, en interne un petit peu. Mais donc, il y a des gens d'extérieur, de gros groupes qui sont venus, un directeur financier aussi. Voilà. Donc, il y a une évolution qui se fait. Donc, ça continue à se faire. Maintenant, avant Covid et post-Covid, on est passé de 120 salariés à 550. Donc, maintenant, c'est encore une autre structuration qu'il faut apporter. C'est start-up. Je vois mes limites. Je vois mes limites et il faut que je me fasse bien entourer, quoi. Ouais. T'étais mode start-up, mode start-up et en fait je gère maintenant 14-15 personnes sous moi, mais c'est plus possible, donc je peux pas bien les gérer, quoi. Ouais. Donc il faut que je délègue. Et c'est en fait, comme on a vite progressé, c'est dur de lâcher certaines choses, donc c'est dur pour moi effectivement de lâcher certaines personnes ou certains sujets qui sont importants pour moi. Il faut que je le fasse parce qu'il y a des gens qui seront plus compétents que moi pour gérer. Il y a un truc qui ça n'a rien à voir ce que tu viens de se dire, mais je pense à Inoxtag, je vais dire pourquoi, parce que bon, déjà la montagne, etc., mais c'est pas lui directement, c'est Mathis Dumas que j'ai interviewé comme toi, tu vois, sur le podcast, et moi je trouvais ça passionnant, cette conversation que j'ai avec lui, de la montagne, cet univers documenté. Tu parlais un peu de documenté d'ailleurs tout à l'heure, un petit peu son sport, de partager. C'est une question que je voulais te poser, tu peux la regarder dans un coin de ta tête si tu as envie d'en partager. D'ailleurs, comment en fait documenter ce que ta passion pour que les autres aient envie d'y venir. Donc TimeUp, c'est exactement ça, sauf que tu documentes pas, tu fais la pratique directement. Donc si tu as envie de répondre à cette question, garde dans un coin de ta tête pour justement ce côté transfert de passion et tout. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, Inoxtag, il y a un truc qui avait percuté Mathis dans son mindset d'entrepreneur. On parle d'un entrepreneur, on parle pas juste d'un youtubeur ou juste d'un gars qui a fait l'Everest ou que sais-je d'ailleurs. Mais il y a un moment donné, il sent que dans sa croissance d'entreprise, qui est une micro, mais qui est une micro-entreprise, il dit, en fait, là, du jour au lendemain, je passe dans un autre univers, je suis en train alors c'est il y a quelques années, c'est même pas Kaizen qui a fait ça, et du jour au lendemain, désolé les gars, on est potes, on a fait une super aventure, mais je change tout, je change de modèle, et il va falloir que je me structure, que je me staffe, je me mets avec des super compétents et tout, alors c'est super dur, quoi, et c'est tout le monde, apparemment. Bon, je connais pas l'histoire, j'ai pas eu une Inoxtag en face de moi, mais Mathis avait été impressionné par ça, cette capacité qu'il a eu à un moment donné, à 18, 19, 20 ans, tu vois, de dire, allez, ouais. C'est possible, c'est une qualité effectivement de remettre en cause. Parce que moi, il y a effectivement des collaborateurs qui me suivent depuis 18-20 ans, qui sont là dans le groupe.
Et donc ils sont très loyaux, ils sont voilà, on s'entend, enfin comme dans un couple, d'ailleurs on travaille ensemble, tout ça. Mais pour ça qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, donc maintenant il y a plus de nouvelles personnes que les anciens. Hein. Ouais. Mais c'est effectivement pour moi une mayonnaise. Il y a l'âme de Climb Up qui est importante pour moi, l'ADN de Climb Up qui reste. Ouais. Et il faut qu'il y ait des nouvelles personnes qui apportent de l'énergie, une bonne mixité. Tout à fait. Voilà, il faut tout le monde arrive à travailler ensemble. Pour moi, c'est grandir ensemble, travailler ensemble et voilà, vivre ensemble. Et grimper ensemble. Et grimper ensemble. Hashtag grimper ensemble. Ah, ça, c'est plutôt le hashtag client. Et hashtag client, ouais. Les salariés, ils grimpent pas trop maintenant. C'est pas une condition sine qua non pour être embauché, c'est pas de grimper. Ouais. C'est plutôt une ouverture d'esprit. Ouais. Et voilà, En même temps, c'était marrant parce que une des premières phrases que tu m'as dit que j'ai notées, c'est ne jamais baisser les bras. Alors forcément, dans ton milieu sportif, on est toujours les bras en l'air, quoi. Ouais, des fois tu prends des inversés, donc ça dépend. Hein. Non, mais pas baisser les bras. Effectivement, le Covid a été difficile, donc c'était une période compliquée. On a traversé le Covid, on a des PGE encore, on a des prêts importants qu'on a dû faire pendant le Covid, et donc il faut continuer d'avancer, rentabiliser encore mieux notre groupe pour pouvoir continuer d'avancer. Ouais. Voilà. Voilà, tu connais bien ça, hein, c'est d'améliorer encore la rentabilité d'une société pour pouvoir relever des fonds derrière et de refaire des nouvelles salles. Moi, c'est ce qui me tient à cœur, c'est de faire des belles salles, de faire des lieux de vie, des lieux d'échange qui sont axés sur l'escalade, mais surtout pour que nos clients prennent du plaisir. Quand tu es dans une salle le soir, tu vois cette fourmilière, on va dire, de grimpeurs qui grimpent de partout. Voilà. C'est toi, en tant qu'entrepreneur, individu, hein, toi, être humain que tu es, ton truc absolu, tu vois, c'est quoi? C'est nombre de salles partout dans le monde, c'est la plus belle salle, cherche quoi encore, toi, la quantitatif, la qualité du truc, c'est un truc bien équilibré, nombre de personnes, parce que tu l'as dit tout à l'heure, quand on développe, on se transforme toute l'ADN de l'entreprise, voire même soi-même, dans son management. C'est quoi j'allais dire le kiff absolu, mais ton point d'extase en tant que dirigeant entrepreneur de Climb Up, ce serait quoi le point d'extase? Tu as dit ça y est, je peux arrêter là. Alors, j'ai déjà ouvert la plus grande salle d'escalade au monde, c'est Aubervilliers, avec 5600 mètres carrés au sol à peu près. L'une des plus belles, les plus lumineuses, grande, donc qui va juste à côté de Paris, à 50 mètres du métro 12. Okay. Donc c'est déjà un bel aboutissement, une grande fierté, mais c'est plutôt de continuer en Europe. Pas besoin d'aller partout. Est-ce que tu as un rêve d'avoir une salle comme ça à Dubaï? Là, on n'est plus en Europe, évidemment, mais à New York. Tu n'as pas un délire comme ça? C'est plutôt de rester en Europe et de rester le leader en Europe. Pas besoin d'être partout dans le monde. Tu n'aurais pas une joie intense d'avoir ça au Times Square, tu vois, un Climb Up? Non, ça, c'est entre nous, franchement. Il n'y a personne qui nous écoute, là. Non, c'est plutôt rester en Europe, effectivement, plutôt être européen. Ouais. Pas besoin d'avoir une fierté de mettre des banderies ailleurs. Et d'accord. Et en fait, des moments, c'est plutôt dans quelques années, en tout cas pas tout de suite, mais plutôt de revenir à mes premiers amours, à la montagne. Quand je vois le film Knockstack, tout ça, j'ai envie de refaire ça, Ouais. Et ça t'inspire des jeunes comme ça? Des gens, effectivement, qui se disent, je fais ça, je m'entraîne pendant un an pour aller au sommet de l'Everest, qu'il le fait, c'est ce qui est beau partout, hein, en tant que grimpeur ou entrepreneur, tu as un objectif, tu mets tous tes moyens pour y arriver, tu t'entoures pour y arriver, c'est ça qui est beau. Et si je te repose la même question, pareil en tant qu'entrepreneur, tu te dirais, un peu, c'est très imagé ce que je dis, mais un peu comme 98, t'as le commentateur qui dit, maintenant, mon petit Jean-Rémy, on n'a plus qu'à mourir tous les deux, tu vois, on est au summum de ce qu'on pouvait vivre dans notre carrière de commentateur, de speaker, d'homme. Et toi, au niveau entrepreneurial, tu dis, ce serait quoi J'ai pas encore terminé, je pense, effectivement, je vais encore avancer, tout à fait, et de relancer le développement pour faire des nouvelles salles en Europe. On est que en France pour l'instant, et voilà, c'est que ce soit des fusions, que ce soit des rapprochements, en tout cas avec d'autres acteurs. Il ne prend pas mal ce que je dis, hein, c'est mode Napoléon, on fait vraiment, on met le drapeau partout où on peut le mettre. Tout à fait, oui. Tu prends pas mal, si je dis ça, moi je le prendrais pas mal, à part ça, on a le droit à un moment donné d'être fier de ce qu'on fait, de ce qu'on est, de pouvoir avoir une notion territoriale, d'apporter au plus grand nombre, un peu comme chez Decat, moi je veux apporter le sport au plus grand nombre et de se dire que... c'est de rendre accessible l'escalade au plus grand nombre, c'est ce qui est écrit derrière moi, je crois. Alors attends, parce que j'ai pas pris le temps de le lire. C'est un peu... Non, c'est de rendre accessible l'escalade au plus grand nombre avec des salles ouvertes à tous, de 3 à 97 ans, c'est ce que... C'est votre why. C'est vraiment le fondement de... ok.
et de faire connaître encore plus notre sport. On a 2 à 3% de taux de pénétration, l'escalade, le fitness c'est 12%, et donc on peut, et je trouve que c'est plus intéressant d'aller faire des escalades que d'aller courir sur un tapis roulant ou de faire de la muscu devant un miroir. Vu comme ça, ouais. Même si moi, je ferais le vieux compte qui dirait, bon, enfin, il suffit d'aller à Fontainebleau quand t'es parisien, ou il suffit d'aller à la montagne, mais c'est vrai que c'est de la pollution aussi, en CO2, tout ça. Nous, les salles d'escalade, elles sont proches des centres-villes, des métros, et donc il y a moins de CO2 dépensé. Hein. Et t'es particulièrement, t'as une fierté particulière quand tu penses à Aubervilliers par rapport au fait que c'est en banlieue, par rapport que ça soit plus proche des cités, ou pas du tout, c'était pas un lieu, c'était pas stratégique. Non, c'est surtout une belle salle d'escalade, proche d'un métro, où la salle, effectivement, tous les clients qui viennent grimper là-bas me remercient, félicitent, tout ça, il y a des très bons retours. C'est plutôt une reconnaissance des clients, une reconnaissance des gens qui y vont. Et quand tu vois des jeunes qui ont jamais eu, tu vois, qui ont vu Kaizen par exemple, les jeunes. Ils sont entraînés, en tout cas à Aubervilliers, pour sa préparation. T'as eu un partenariat, une collaboration? Non, non. D'accord. On n'a pas eu la chance d'avoir des photos, tout ça, mais ils viennent s'entraîner gratuitement à Aubervilliers. Ah ok, quand même, t'as fait l'accès gratuit, ok. Et ok, je reste un petit peu là-dessus quand même. Alors oui, alors tu parles. Si on va venir, j'aimerais bien sur toi maintenant, parce que une fois que tu auras fait ça ou que t'as fait, voilà, t'es arrivé au bout entre guillemets, et c'est ça enfin un entrepreneur. Il y a toujours des choses, on est d'accord là-dessus évidemment. Mais toi, t'as un moment. Hein. Pourquoi pas? C'est toi qui diras. Mais toi, à titre perso, du coup, après, tu dis, ce serait quoi ton trip à toi? De revenir effectivement sur des, en tout cas de travailler moins et de revenir sur des voyages quand mes enfants seront grands en tout cas. Des voyages autour du monde et liés à l'escalade. T'as une voie en particulier qui te fait vibrer? Non, c'est de revenir sur des voies que j'ai faites il y a longtemps, effectivement, avec mes enfants. En fait, je les ai faites avec mon père, d'y retourner avec mes enfants. Et c'est ça, en fait, qui me fait vibrer, c'est de revenir. Je suis assez nostalgique des fois des voies, des endroits, que ce soit la Corse, où on a passé beaucoup d'été pour ouvrir des voies ou pour grimper. Donc, c'est ce que j'aimerais effectivement partager avec mes enfants. Hein. Ouais, d'accord. Le partage. Ouais. Ok. Partage d'une passion. Mais donc ils grimpent déjà et grâce au film Inox Tag, en tout cas, ils voient que la montagne c'est beau, ils ont envie, d'y aller aussi. Enfin, mon fils, qui est encore petit. Mais ça fait, en tout cas, le partage est important pour moi et de partager ma passion aussi. Hein. Ouais. T'as pas une voix toi qui te fait, non? Moi je suis dans mon truc, tu sais là. Je sais pas forcément comme tous ceux qui ouvrent. Enfin à l'époque on ouvrait notre Mac. Moi j'ai ouvert la voie. J'ai ouvert une voie d'escalade qui s'appelle Jeff encore. T'as ouvert une voie d'escalade? Mon frère, ouais. Tu l'as appelé la Jeff. Donc, parce que c'était le directeur technique national qui est décédé dans les rues à l'époque en 1992 et donc c'est l'été où j'étais effectivement aussi dans les rues où on a eu un orage où là je me suis dit j'arrête parce que j'ai eu trop peur, j'arrête la haute montagne et je me mets à l'escalade, ou l'escalade en Corse qui est pas très dangereuse, il n'y a pas de chute de pierre, c'est des dômes de granit, donc j'ai dit je fais ça et on a ouvert une voie qui s'appelle Jeff effectivement dans le massif de Bavela qui est très très belle. C'est de faire ça avec mes enfants et puis après d'aller en Himalaya. J'y suis allé pour faire une voie très difficile en escalade, mais pas des 8000, mais en tout cas de faire des trails, tout ça, c'est grandiose l'Himalaya. Et nous c'était Eternal Flamme autour de Trangou, donc ça va jusqu'à 6004, donc on était en escalade avec des cordes effectivement qu'on grimpait dans du 7A, 7B, et c'est pas des cordes fixes où tu tires dessus, on grimpait en tête et voilà. Mais c'est d'aller dans des endroits fabuleux comme ça, Qu'est-ce que tu trouves là-dedans, en ces moments-là? De la plénitude, et c'est très ressourçant, je trouve. C'est des grands endroits, c'est même les déserts, d'aller que ce soit au Maroc ou en Algérie, au sud algérien, c'est des grands déserts, c'est de la sérénité, de la plénitude, par rapport à un boulot de dirigeant qui est souvent très quand même intense, et où il y a beaucoup de stress quand même. Beaucoup de prise de décision. Alors désolé pour peut-être qu'à la blague. Vas-y, on monte dans l'entreprise, on va y aller évidemment. On va parler un peu plus de l'aspect entrepreneurial, mais ce besoin quand même qui est attractif, qui est la nature, qui est la grimpe, qui est de monter, qui est d'aller un peu plus haut, voire plus haut. T'as perdu des gens qui t'étaient chers visiblement. C'est là que tu prends conscience tu prends conscience de quoi quand des gens comme ça qui tiennent à cœur disparaissent dans leur passion. Comment ça te touche toi?
Bah, ça touche toujours. Hein. Après, c'est vrai que c'est les risques. Donc, je suis quelqu'un qui est assez prudent. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas prendre trop de risques. Mais pour ça, de faire attention de ne pas faire effectivement des 8000. Des fois, c'est de la roulette russe avec des sérails qui tombent n'importe quand, hein, qu'on voit sur certains 8000. Mais ça touche toujours et ça freine un petit peu. Mais c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur d'aller dans des endroits comme ça pour retrouver des sensations de plénitude, d'euphorie quand tu arrives au sommet d'une montagne. Hein. C'est super beau. Hein. Ouais. Et de partager ça avec ses enfants, et ce que j'ai toujours pas fait. Mon père avait la chance de pouvoir le faire avec nous. Donc, je veux le refaire. Hein. Ouais. Il réclame de faire le Mont Blanc, par exemple, pour grande. Mon grand, pas encore. Hein. Non, c'est une fille, la grande. La grande, pardon, d'accord, mais je crois que c'était. Je sais pas pourquoi je me suis dit ça. Non, moi j'avais fait à 10 ans, mais mes enfants, leur mère, elle disait non, c'est trop dangereux, tout ça. Ouais. Et c'est vrai qu'on est allé à l'Aiguille du Midi, tout ça, on a vu ce que c'était, mais on n'a pas encore fait de grandes voies en montagne. D'accord. Voilà. Oui, enfin de grandes voies, après, c'est pas forcément les plus dures, les plus techniques, les plus audacieuses. Hein, le Mont Blanc. C'est la marche. Ouais, c'est la marche. Mais comme tu disais, les chutes de pierre, etc. Ouais, c'est vrai. Le goûter, il y a le corps du goûter qui est toujours un peu dangereux. Hein. Ouais. Voilà, faut y aller tôt le matin. Faut pas le traverser en fin d'après-midi, quoi. Et puis nous, moi j'y suis allé 7-8 fois au Mont Blanc. Hein. Mon père, c'est 35 fois. Mais c'est plutôt de faire par les 3 Monts Blancs. C'est plus, en tout cas, moins dangereux. Normalement, ça dépend des conditions, pareil, hein, de sérac, du tacule ou du body, quoi. Ouais. Tu parlais de l'Himalaya, massif himalayen. T'as des massifs comme ça en France où tu dis c'est vibratoire, c'est cette extase dont tu parlais. T'as des endroits où tu dis franchement allez-y, tu nous recommandes. C'est vers l'Aiguille du Midi où il y a des très belles voies où t'as le dôme du Midi dessous, c'est tout blanc, c'est beau quoi. Après le bas de la mer de glace, c'est quand même pas pareil qu'il y a 30 ans. Quand j'étais allé la première fois, il y a 35 ans même, tu vois les années en fait où le niveau du glacier était en 1820, 1870, et puis tu arrives à 1992, et j'ai dit mais là j'y étais il y a pas longtemps quoi. Et le glacier il est encore 50 mètres en dessous, donc ça c'est un peu triste, mais en haut effectivement, vers le dôme du Midi, les grandes Jorasses, des montagnes, d'aller à ces endroits-là, c'est très beau. Ouais. Et dans le monde, un truc que tu n'as pas encore fait, tu rêverais d'aller visiter avec cette notion de dépassement ou de grimpe? Non, on a fait pas mal de l'Amérique du Sud. On est allé à Madagascar, dans les grandes parois rocheuses, effectivement. Avant d'avoir les enfants, on a fait pas mal de tours avec ma compagne, pas mal de grandes voies ou de balades. L'Himalaya, peut-être pas assez, effectivement, mais... je suis moins effectivement grande expé, lourde expé que des treks ou des soit c'est des treks, soit c'est l'escalade raide avec moins de risque de chute de pierre et de chute de sérac. Allez, avant d'aller sur l'entrepreneuriat, ton plus bel endroit dans le monde? Le plus bel endroit dans le monde. Ou toi, en tout cas pour toi, intérieurement, ça vibrait d'une intensité que tu n'aurais pas imaginé. Non, mais c'est on va dire le refuge des cosmiques, parce que tu as une super belle vue, tu as le Mont Blanc avec le tacule devant, tu as l'Aiguille du Midi qui est à côté, et c'est un très bel endroit pour moi, tout blanc, quand il y a de la neige. Déjà la neige, j'adore quand il neige, donc on s'est pris de la neige en plein mois de juillet là-bas pour grimper, pour faire la raid des cosmiques, et c'est vrai que c'est un bel endroit. Et c'est proche d'ici, quoi. Et c'est ça, j'aime bien poser ces questions-là parce que souvent on revient chez nous. Mais la France est très beau, il y a ça. Puis après, il y a le massif de Bavela qui me tient toujours à cœur. On y est passé beaucoup de temps. Mais la neige, pour moi, est importante. C'est pour ça que j'ai mis le massif du Mont Blanc d'abord. D'accord, ok. Ça se justifie cet engouement planétaire qu'il y a sur ce massif du Mont Blanc? Cet engouement, je sais pas. Je dis engouement, pas dans l'aspect péjoratif, mais que cette attraction, on va le dire ça de façon plus sublimée. En fait, cette attraction, c'est beaucoup de gens qui montent l'Aiguille du Midi, qui vont payer la télécabine, mais qui descendent pas. Il y a beaucoup moins de monde dans les voies d'escalade, dans les refuges. Il y a beaucoup moins de monde qu'il y a 20-30 ans. Ah oui. Quand on va grimper à l'envers des aiguilles, il y a beaucoup moins de monde au refuge. Il y a des guides. Souvent, c'est des guides anglais ou des guides qui viennent avec des étrangers. Mais il y a beaucoup moins de monde qu'avant. Avant, ils étaient complets, il fallait réserver. Donc maintenant, il y a de la place et j'ai l'impression que les gens sont partis dans d'autres endroits moins dangereux, quoi. Est-ce que finalement, ce qu'on voit sur l'Everest ou ce qu'on voit sur le Mont Blanc,
n'est que la partie émergée de l'iceberg, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ces massifs sont il y a trop de monde, alors qu'en fait, non, c'est un endroit où tout le monde est concentré, alors que toi, il y a plein d'autres choses à faire. Ça, c'est clair, hein, l'Everest, c'est là où c'est tout concentré. Le camp de base de l'Everest, il y a 1000 personnes, c'est la queue leu pour monter au sommet, mais en tout cas, il y a 5 jours dans l'année où il faut y aller, quoi. Donc, le reste de l'année, il y a moins de monde. Ils sont maintenant éduqués pour, en tout cas, redescendre leurs déchets. Il y a aussi au camp de base, en tout cas, jusqu'à quand, en tout cas, ils redescendent les déchets avec. Mais le Mont Blanc, c'est pareil, le goûter, il y a du monde tout le temps. C'est compliqué, effectivement. Les deux voies normales, les voies normales du goûter, il y a beaucoup de monde. Mais tu as d'autres treks, des sorties qui sont aussi magnifiques. Et là, pour le coup, il n'y a personne. C'est dit, dans les autres refuges, en dehors du goûter, il n'y a personne. Donc, en fait, le Mont Blanc, quand tu vas dans des endroits comme sous le Capucin, il n'y a pas grand monde. Et c'est très très beau. Et voilà. Merci d'avoir parlé de ce refuge des Cosmiques, parce qu'il est connu évidemment, mais les gens qui se disent je vais faire un Mont Blanc, faut que je fasse le Mont Blanc, les goûter ou les 3 monts, et alors qu'en fait il y a d'autres choses peut-être moins ostentatoires, mais tout aussi merveilleuses. C'est belle, Merci de le rappeler. Et pourtant, on a envie carrément blanc quand même. Le sommet de l'Europe occidentale, c'est quand même, c'est le truc comme l'Everest où il fasse le sommet du monde. C'est sûr que c'est pas très dur d'aller au sommet du Mont Blanc, mais faut savoir marcher. Et puis, il faut mieux prendre un guide quand même. Parce que le guide a des places pour aller au refuge du goûter. Exactement. Et puis, c'est quand même plus sympa de le partager, comme tu aimais à le dire aussi, à le rappeler. Partage. Non, puis il y a des risques quand même. Il y a une arête au sommet du Mont Blanc. Donc, il faut faire attention. Donc, il faut mieux prendre un guide, effectivement, pour des gens qui n'ont pas l'habitude de la montagne. On est bien d'accord là-dessus. Faire vivre aussi l'écosystème, l'écologie locale avec des guides qui méritent bien, qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui se lassent pas. Moi, ce que je trouve passionnant avec les guides et tous, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'ils font... ils ont fait 36 fois ou 1000 fois, comme ton papa, peut-être qu'il a fait, je sais pas combien de Mont Blanc, mais à chaque fois, c'est l'émerveillement toujours pareil, parce que c'est toujours différent. Et puis la montagne change, elle change effectivement. Les crevasses sont pas au même endroit, l'état de la neige n'est pas la même. C'est ce qui fait que tu t'es pas lassé de ta discipline, de ton sport aussi. La répétition, c'est chiant à un moment donné, mais c'est toujours différent. Mais les voies sont toutes différentes. En fait, je fais pas souvent plusieurs voies, en tout cas de suite. Comme je travaille plus les voies, mais à la salle d'escalade, il y a 250 voies différentes. Donc, on prend effectivement, et puis il y en a 15 qui sont renouvelées chaque semaine. Donc, chacune de nos salles, il y en a 15-20 voies, ou 15-20 blocs chaque semaine qui sont renouvelés. À la salle de Port d'Italie, l'une des plus grandes en France, il y a effectivement... 60-65 blocs chaque semaine qui sont renouvelés parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a 1000 personnes jour qui passent dans la salle. 1000 personnes jour. Donc il faut renouveler régulièrement les voies et les blocs. Voilà. Quand tu démarres cette expérience au tout début là à Lyon, et puis après quand ça devient sérieux, que tu te mets dans l'entrepreneuriat et que tu reprends les parts de la société, du moins celle de l'ancien patron, t'imaginais à l'époque que ça t'allait être là aujourd'hui? Pas du tout. C'était pas un objectif, ça s'est fait un peu naturellement, simplement. Quand j'ai repris déjà les parts de mon associé, c'était déjà est-ce que l'objectif c'était de pouvoir rembourser le prêt que j'avais fait avec les résultats de la société. Et c'est vrai que l'activité s'est bien développée, on a amélioré l'activité de façon importante en créant des créneaux happy hour, en élargissant les horaires d'ouverture, on a accueilli beaucoup plus de monde et ça m'a permis effectivement d'avoir de la trésorerie importante pour faire d'autres projets. Donc on a repris une salle à Dijon, c'est l'année suivante, à l'Euro Symbolique, on a développé aussi. On a mis de l'argent, on a développé et puis maintenant elle fonctionne très bien. On a repris une salle à Limoges en 2015. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionnait pas, que le modèle, tu vois, il aurait pu être bancal? C'est une fausse bonne idée, en fait, de faire ce concept-là. C'est n'importe quoi, amener les gens entre 4 murs pour grimper, c'est quand même absurde. À un moment donné, ça a été en mode, peut-être, puis à un moment donné, ça se décline, et toi, tu dis non, tu y crois encore. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, toi, t'as pas lâché? Qu'est-ce qui fait que le modèle, tu l'as réinventé? Tu joues, vous n'êtes pas seul, mais là, on aurait pu se poser beaucoup de questions. Non, en fait, la salle de Dijon, en tout cas, il fallait avoir les reins solides pour faire des nouveaux travaux, et puis c'est le concept qui était différent, l'aménagement n'était pas le même. Après, effectivement, je pense que c'est pas un effet de mode, ça continue en tout cas de progresser, de façon même assez
ça a ralenti depuis un an ou deux, depuis un an, hein, avec le pouvoir d'achat, avec la conférence des ménages, mais c'était plutôt un développement exponentiel de l'activité. On partait de 5-6% il y a 15-20 ans, maintenant c'est plutôt 10-15% par an. Ça a progressé post-Covid, ça a progressé aussi. Alors jusqu'en mars 2022, il fallait mettre encore des masques pour venir grimper dans la salle, mais après, de 2023-2024, c'était des années importantes. Avec une progression importante du marché français en tout cas. Et je pense que ça va continuer, parce qu'on va capter toujours des clients du fitness dans nos salles d'escalade, du fitness, du grand public. De plus en plus de gens vont voir que c'est pas que pour des gens fins, grands et sportifs, mais l'escalade c'est fait pour tout le monde. Il y a des enfants qui commencent à 3 ans, il y a des personnes à mobilité réduite qui viennent dans nos salles grimper, donc on voit que tout le monde peut essayer. C'est un sport qui veut, entre guillemets, inclusif. Merci. Inclusif et voilà pour tout le monde, et on essaye de le rappeler. Après c'est vrai que c'est plus simple de commencer, en tout cas quand on est fin, quand on est déjà sportif, mais on demande vraiment à nos ouvreurs d'ouvrir des blocs ou des voies jaunes, c'est les plus faciles, comme les pistes de ski un peu, les jaunes, sont accessibles à tout le monde, même si on n'a jamais fait de sport, quoi. Et pour eux des fois c'est compliqué, parce qu'ils ont déjà, eux ça fait 5 ou 10 ans ou 15 ans qu'ils grimpent, ils ont un physique d'athlète, et ils disent mais moi je comprends pas qu'ils y arrivent pas, quoi. Voilà. Donc on essaye d'être pédagogue avec eux pour leur dire faites des blocs ou des voies faciles. Et je pense que ça va continuer à progresser. Alors peut-être plus lentement. Maintenant, on a beaucoup de salles d'escalade en France. On a 15-20 salles chaque année qui s'ouvrent en France. On a à peu près 300 salles d'escalade. Donc Climb Up, on en a 33. Et oui, je pense c'est pour ça qu'il faut aller à l'étranger maintenant, aller sur d'autres pays. Parce que la France est en avance sur les salles d'escalade. Il y avait l'Allemagne aussi, mais en Italie, en Espagne, ils sont plus en retard. Et en Suisse, il y a des groupes qui sont bien, mais qui n'animent peut-être pas encore assez bien leur salle. Donc on voit les potentiels de développement en Suisse, des fois en Angleterre. On peut améliorer le développement de certaines salles. Donc là, tu as un modèle qui est complètement duplicable, donc d'Europe par croissance, enfin la croissance par l'externe, pour toi ça fait sens d'aller reprendre et à l'Europe pour le coup, quoi. Tout à fait, ouais. En fait, on a des concepts de salles de bloc plus de voies familiales, et voilà, on a des animations, des événements, on a des cours d'escalade, tout est adapté avec un suivi. On a notre propre CRM qu'on a développé avec un suivi, on relance les gens pour pouvoir les fidéliser. On a beaucoup de nouveaux clients, comme je disais tout à l'heure, c'est 300 sur 2000 nouveaux clients, et une grande partie qu'on ne pourra pas refaire revenir, qui sont venus pour une première fois, qui sont venus 2-3 fois dans l'année, mais ce qui compte c'est de les fidéliser. Après on a une communauté assez importante d'abonnés ou de carnet de tickets, on a 35 000 abonnés, on est porteurs de carnets de 10 qui sont aussi importants, qui viennent moins régulièrement que des abonnés, mais ça fait une grosse communauté, des gens qui viennent régulièrement à la salle. C'est quoi la transférabilité entre, alors bon, hormis le fait que tu as eu un diplôme, que tu as une capacité à bien comprendre les choses, à pouvoir processer, avoir de la méthode, etc. Mais si on met ça de côté, ton tempérament de sportif, d'athlète, de champion du monde ou de champion tout court d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a aidé depuis le début de ton parcours professionnel en tant qu'entrepreneur jusqu'à aujourd'hui? C'est quoi le truc qui a toujours été là? Pas de pas baisser les bras, d'être dans l'air liant. C'est clair, on revient à ça. Et puis après, d'être enthousiaste quand même. L'entrepreneuriat, je l'ai appris. Et c'est vrai que c'est parce que je crois en mon activité, en l'escalade, je crois en mes salles d'escalade. Et voilà, je veux continuer à y croire, en tout cas, même s'il y a des moments plus difficiles en ce moment. Mais ça m'intéresse. D'y croire. Il y a des moments donnés, il y a eu du doute quand même, et puis il y avait peut-être des raisons de penser qu'il fallait plus y croire, ou en tout cas pas de baisser les bras, mais tu vas dire à un moment donné. On calme le développement effectivement, parce que là maintenant il faut améliorer notre rentabilité. Donc, et puis c'est vrai que c'est une autre qualité de gérer des salles au quotidien. C'est pas ma qualité principale. Moi je suis plutôt entrepreneur, de développer des projets, de voir en fait, comme je disais, j'arrive à me voir grimper, mais j'arrive aussi à voir quand je vois dans un lieu, je vois quand même comment il doit fonctionner, comment on aménage le lieu, comment où est-ce qu'on mettra les murs d'escalade, l'accueil, les vestiaires, tout ça, quoi. Je vois le lieu vivre. Après, c'est une de mes qualités. Plus que de gérer au quotidien. T'arrives dans un espace,
Et hop, tout de suite mode architecte, clac, 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 tu vois tous les lieux, comment ça va s'animer, s'articuler. Ouais, donc je travaille avec l'architecte pour ça, mais c'est plutôt moi qui fais les ambiances, après savoir comment ça va s'aménager, quel mur il faut casser, qu'est-ce qu'on doit construire aussi, parce que donc voilà. Ouais. En général, on nettoie tout, donc dans ma tête je nettoie tout, et puis après je réaménage sur des plans ou dans ma tête. Et pour ma première salle à Aix-en-Provence, c'était en 2015, le pauvre architecte, avec les nuits je réfléchissais à ça, puis je vous renvoyais mon petit, qu'à 2h du matin je l'avais imaginé, donc je vous renvoyais les plans de la salle d'escalade, quoi. Ouais. Voilà. Et cette attitude de visionnaire là, de voir les choses, donc visionnaire dans le sens je vois les choses et j'ai envie que ma vision prenne vie ou devienne une réalité, on te l'a reproché peut-être des fois, dire attends, c'est pas réaliste, ta vision cassait bien, mais regarde pour des questions économiques ou des questions sécuritaires, des questions diverses et variées. Non, tout ce qui a été fait a été bien fait. Ma première salle à Bouc-Bel-Air, c'est celle effectivement qui fonctionne le mieux, pour l'instant, avec celle de Gerland que j'avais reprise. Mais non, après c'est plutôt d'avoir avancé des fois sur Paris, ce qu'on me reproche, peut-être un peu trop vite, sans négocier assez les bouts, donc les loyers, parce que l'impact effectivement on a des taux d'effort, donc un montant du loyer important par rapport au chiffre d'affaires, même si le chiffre d'affaires maintenant est très important. Mais c'est vrai qu'on a pris des bâtiments qui étaient bien positionnés sur Paris, surtout Port d'Italie, qui a un loyer assez élevé. Et il faut créer un chiffre d'affaires important. Et comme il y a des salles d'escalade autour qui se sont créées entre temps, et ben voilà, maintenant on est plus en ramp-up. Au bout de 4 ans, on stabilise et donc il faut commencer à vraiment améliorer notre rentabilité. Donc gérer mieux la masse salariale, gérer mieux toutes les charges d'exploitation pour améliorer encore notre rentabilité. Là, t'embauches quelqu'un pour faire ça, ça t'emmerdeuse un peu, ça, non? Voilà. Mais excuse-moi pour tes salariés qui écoutent le podcast, ils vont dire... Non, mais il y a des gens qui sont meilleurs que moi pour faire ça. Ok, voilà. On vous retraduisez effectivement les termes que j'emploie des fois. Je rappelle au passage d'ailleurs que le podcast est complètement libre, indépendant, donc on n'est pas là pour faire la pub de quoi que ce soit. C'est ton parcours qui m'intéresse, c'est d'entrepreneur, et ça me pose pas de problème de parler de Climb Up. On n'est pas... tu ne finances pas un podcast, on peut le dire d'ailleurs. Ce qui nous met en lien d'ailleurs, c'est ton agence de com, qu'on connaît, c'est la personne surtout, c'est Elodie, qu'on salue au passage, Bernascom. Donc voilà, c'est l'humain une fois de plus avec moi qui me connecte avec les gens, et j'ai cette liberté de pouvoir entre guillemets avoir une liberté d'expression avec toi, et j'espère que ça t'offusque pas ce que je dis. Question, tu me dis. Moi c'est clair et carré. Ouais. Donc je ferai plein de coupures. J'ai jamais fait une coupure dans mes podcasts jusqu'à présent, donc voilà. En tout cas, j'espère ne pas trop commettre d'impair dans mes questions. Voilà, par rapport à mon côté profane de la discipline, qui est dans l'escalade, on dit la grimpe, comment t'appelles? L'escalade, ouais. C'est l'escalade. Ouais. La grimpe, c'est péjoratif ou non? Non, c'est les deux, mais c'est plutôt l'escalade en termes génériques, quoi. D'accord, ok. Par contre, en tant qu'entrepreneur, j'ai envie de te poser plein de questions, mais je risque de perdre un peu de monde. Donc, si je te connecterai avec d'autres podcasteurs, des amis qui sont plus sur la partie entrepreneuriale, si ça t'intéresse aussi, de pouvoir. C'est un truc que t'aimes faire, ce qu'on fait là? Ça me plaît de parler d'escalade, effectivement, de mon parcours. Moins de l'entrepreneuriat, de maintenant du boulot, mais pourtant de mon plus naturellement. C'est l'activité actuelle, mais non, j'aime bien parler de mon parcours parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai derrière moi, et des fois de revenir sur des choses qui m'ont comme le fait d'avoir gagné les championnats du monde, d'avoir retranscrit quand même une certaine partie de mon enthousiasme, de mon envie dans les salles, en tout cas d'escalade. Et moi je suis un passionné qui croit en tout cas en l'escalade, et je trouve que Climb Up est une belle entreprise, donc une fierté d'avoir monté ces salles-là. C'est des grandes salles, des fois qui font 5 mm carrés, t'as des murs de partout, t'as des gens qui sont à chaque fois très contents quand ils viennent me voir, me féliciter. Il y avait Jean Covici qui était à Port d'Italie qui me félicitait aussi. Ah oui? Ouais, il y avait Emmanuel Faber qui est un ami qui était l'ancien patron de Danone. Donc, il y a ça me fait plaisir tous ces gens qui grimpent dans nos salles et qui sont heureux de grimper. Voilà. Au lieu de me dire il y a trop de monde. C'est ça. On essaye de faire des salles qui ont on va dire une âme, et surtout une expérience client qui est au-dessus des autres. On veut pas des petites salles où les gens vont se grimper les uns sur les autres. Même si peut-être elles seront plus rentables. Pour l'instant, on a des grandes salles, et normalement une grande salle devient plus rentable. Alors il faut du temps, parce qu'il y a 1, 2 ou 3 personnes à l'accueil pour des fois 300, 400, 500 personnes en même temps dans la salle. Vous êtes propriétaire des murs?
Pas tout le temps, non. C'est plutôt un tiers propriétaire et 2 tiers en location. Ouais. C'est dur de trouver des bâtiments sur Paris et puis de les acheter. T'aimerais bien? Bah, si j'avais plus de sous, oui, pour l'instant, non. Hein. Ouais, faire un peu ton capital quand même, à la suite, ouais. Créer ta holding, c'est ta SCI. C'est ça, hein, en fait. Ok. Tu disais tout à l'heure, Patrick Hédinger, qui t'a à un moment donné dit t'es inspirant toi aussi. Enfin, du moins, je reprendrai pas tout à fait tes termes, mais ce que t'as fait, bravo, et ça, j'ai beaucoup de respect pour ce que tu fais. Tu dis pareil dans l'entrepreneuriat, t'as des entrepreneurs qui viennent et qui te félicitent pour ce que tu fais. T'as même des hommes de communication, de politique, de conviction en tout cas, qui viennent te dire bravo pour ce que tu as fait. Quelle est la personne qui, toi, t'as le plus... Alors, tu as parlé de la pratique de Patrick Hédinger, mais est-ce que c'est une personne à qui tu penses particulièrement, qui t'a ému par rapport à ces messages-là de père, P-A-I-R-E, qui... PAIR, pardon. PAIS. Ça ira mieux. Mais pas tes... Voilà. Ouais. Ou ça pourrait être peut-être aussi PRPERE, d'ailleurs, un message qui t'a vraiment... Non, c'est Hédinger, de partie au niveau de l'escalade, hein, parce que j'étais... il dit, effectivement, j'ai quelqu'un de timide, gentil. Non, il dit gentil et très, très doué et très fort en escalade, donc ça m'a marqué parce que c'était pour moi un dieu. Ouais. Et puis après, Emmanuel Faber, qui était le premier à qui j'ai demandé ce qu'ils en pensaient de Climb Up, de développement, tout ça. À un moment, moi, j'avais peur d'avancer. C'était en 2018 pour ma première levée de fonds, savoir ce que j'en pensais. Il me dit, mais il faut y aller, il faut avancer. De toute façon, voilà, ça te plaît, donc il faut pas avoir peur d'aller dans l'inconnu un petit peu. Hein. C'est comme je disais en montagne. J'aime avancer, j'aime aller en haut, mais j'aime pas prendre trop de risques. Donc à un moment, il faut faire attention. Et voilà, donc j'y suis allé petit à petit. J'avais fait une levée de fonds en 2017 avec BPI déjà. Et puis ensuite en 2019 avec Calcium Capital et BPI qui est resté. Mais voilà, j'y suis allé petit à petit pour avancer. Ouais. Mais c'est donc Emmanuel Faber est toujours un petit peu une sorte de mentor. Une sorte de mentor, effectivement. Ouais. Donc on était il y a 2 ans au Maroc ensemble à grimper, et on échange un petit peu. Alors on se croise maintenant des fois au mur de Gerland ou sur des falaises, mais il est beaucoup pris maintenant par son nouveau boulot, même plus qu'avant quand il était chez Danone. Donc c'est compliqué, mais voilà, des fois il me donne des pistes et ça me fait réfléchir. Ouais. T'aimes bien ça quand quelqu'un va t'apporter justement des questionnements plus que finalement des réponses? Oui, mais je pense que maintenant il faut que je prenne un coach, un coach pas au quotidien, mais en tout cas plus régulièrement pour mieux vivre effectivement certains événements. Voilà, être un entrepreneur, c'est pas facile tous les jours, et on est dans des phases importantes, en tout cas sur Climb Up, donc d'amélioration de notre rentabilité pour repartir sur le développement. Voilà. Ouais. Sur Lyon, là, tu as des entrepreneurs qui t'inspirent, où tu dis tiens, ou qui t'inspirent en tout cas, qui sont pour toi des sources d'inspiration par rapport à tes décisions, par rapport à de regarder les choses qui se font ailleurs? Pas trop en fait, je suis pas trop dans les groupes d'entrepreneurs. Je dirais que je suis un peu trop Climb Up, il faut que je m'ouvre. Voilà, j'étais allé en Entreprendre en Alpes intervenir, donc je fais les interventions plutôt voilà, pour être inspirant. Je trouve que l'entrepreneur, c'est pas facile tous les jours et qu'il faut essayer. En tout cas, c'est beau. C'est beau de créer sa boîte et de la faire grandir et voilà, d'avancer. Qu'en France, des fois, voilà, quand tu es entrepreneur et que tu n'as pas réussi, c'est très dur. Et quand tu as réussi, des fois, tu es mal vu de tes collaborateurs parce que tu as réussi sur leur dos, quoi. Alors qu'aux États-Unis, c'est super bien vu. Et Elon Musk, avant de monter ses boîtes qui ont bien fonctionné, il en a coulé 2-3. Donc, voilà, en France, c'est pas facile. Et donc, j'essaye de plutôt des fois intervenir pour dire que c'est beau et il faut y aller parce que voilà, c'est des beaux moments et qu'il faut faire avancer aussi le monde. Et il faut pas avoir peur de rater, de l'échec. On a peur de l'échec en France. Voilà. C'est un peu un problème. Est-ce que tu transmets à l'INSA, t'as des prises de parole là-bas, pas que là d'ailleurs? Pas l'INSA, c'était Entreprendre en Alpes sur des événements à la fac aussi, des fois mais pas encore à l'EM non plus. je te connecte, ils seront ravis de t'avoir juste à côté en plus. Non, enfin, on se dit pas ça off, du coup, on dit en on, mais je te connecte, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Et puis si tu veux des recommandations, parce que pour le coup, moi, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, moi, j'étais mais à fond là-dedans, à toujours chercher des copains, je cherchais avant tout des copains d'ailleurs, des gens avec qui partager, et puis aussi des sources pour me déboulonner le cerveau. J'aime bien, enfin, j'aime pas qu'on m'emmerde, mais j'aime bien quand on me déstabilise
t'utilises pour vraiment dire putain, j'avais pas vu comme ça, j'avais pas pensé à ça, et en fait faire de l'innovation finalement sans s'en rendre compte, quoi. Donc aller chercher des ressources ailleurs, quoi. Ouais, des idées ailleurs, effectivement. Des idées ailleurs, ouais. Ouais. Donc tu parlais d'Emmanuel Faber, donc là qui est plus dans ton cercle intime, on va dire, d'entrepreneurs. Est-ce que t'as quelqu'un que tu connais pas, mais que tu dis ce qu'il a fait, franchement chapeau, quoi. Ouais, vous entendez le il, c'est on, c'est hommes et femmes, hein, évidemment. Non, pas spécialement. J'ai pas trop de. Ouais. À part Elon Musk, mais des fois c'est positif, des fois c'est négatif, hein, sur certaines situations. Ouais. Non, il y a des gens un peu fous, effectivement, qui sont inspirants. Quelqu'un qui m'avait inspiré, c'est sur la gestion, c'est quelqu'un où j'étais sur un salon de l'automobile, c'était il y a longtemps, hein, en 98, et la personne qui gérait effectivement le stand de Citroën, c'était quelqu'un qui était inspirant, qui était organisé, tout ça, et qui donnait un enthousiasme, et voilà. Donc des fois il y a des gens qui comme ça, croisés comme ça. Ah ouais. Ouais. Mais c'est et donc d'échanger avec lui, il m'avait un petit peu inspiré, mais après je suis pas dans ce milieu-là et peut-être pas assez encore. Ouais. Bon, et je prends trop de temps, peut-être je passe trop de temps effectivement à des réunions, je m'enferme dans des réunions au lieu d'aller dans les salles ou rencontrer d'autres personnes inspirantes. Ok. Bon. Mais des soirées effectivement où c'est des soirées de lobby, etc. C'est pas mon fort. Je préfère aller grimper ou aller passer du temps en montagne. Voilà. Ah bah, je vais me permettre, tu vois, le parallèle de s'élever, s'élever en tout cas aller vers le haut, on peut le faire effectivement de façon réelle, telle que toi tu le pratiques, puis aussi de façon aussi entre guillemets spirituelle, ou en tout cas psychologique ou mentale, avec des personnes effectivement qui t'amènent à avoir les choses, des perspectives différentes, penser autrement. Et d'où Climb Up, hein, c'est le nom Climb Up, c'est aussi aller vers le haut et s'enlever, hein, c'est pour ça que j'avais créé ça. Ah, t'avais cette idée-là, t'as mon sens propre. Le moment où je faisais de la sophrologie où je voyais effectivement qu'il fallait essayer de s'inspirer et s'élever vers le haut. Ouais. Voilà. Il y avait les deux côtés, mental et spirituel un petit peu. Ouais. D'accord, donc il y a ça dans Climb Up aussi. Je filme un petit souffle là-dessus, tu vois. Je laisse infuser. Parce que moi je reviens comme même, tu vois, je reprends ça mes phases de grimpe à moi personnelles, que ce soit à Fontainebleau ou sur des phases de calcaire, et c'est ça, ce que tu disais tout à l'heure, cette sensation de tout oublier, d'être connecté vraiment dans le moment présent. Alors c'est un concept pour beaucoup de gens, ça, et notamment les entrepreneurs, comme tu disais tout à l'heure, hein, même encore un instant, c'est même presque étonnant de t'entendre dire un petit peu que t'es toujours en train de penser sur des pensées très agitées par rapport dans le bon sens du terme, par rapport à ce que ton entreprise et tout ce que ça peut requérir, et puis d'un autre côté aussi cette normalement acuité que tu as, cette capacité que tu as développée en tant que sportif, athlète, à pouvoir te connecter et être focus. T'as du mal à te reconnecter avec ça, ou faut que tu fasses une vraie coupure, comme tu disais, bah non, je m'en ai, j'arrête, et t'arrives pas dans le quotidien à faire des moments de break, tu vois, Non, j'arrive pas trop, ouais. C'est pour ça que il faut que je me déconnecte plutôt le soir, donc je fais ou le week-end. Maintenant, j'essaie de vraiment déconnecter le week-end. Mais dans la journée, je peux pas trop. Effectivement, j'enchaîne des réunions. Je vais déjeuner avec des collègues, des associés. Donc, c'est plutôt compliqué dans la journée. Pour autant, et je prends pas de respiration, de phase de respiration. Je me mets pas. Effectivement, j'essaie plutôt de rester. Tu sais pourtant. Tu sais comment faire. Oui, je sais comment faire. Je t'apprends rien. Mais je suis plutôt allé, entre midi et deux, aller grimper. Je pense que c'est plutôt 1h30 de décontraction. C'est mieux. Ouais, donc tu fais une bonne... et tu sens les muscles qui se tétanisent, tout ça. Mais surtout, c'est la tête qui se vide. Ça me fait du bien, ça me fait respirer. En fait, quand tu grimpes, tu es obligé de bien respirer par le nez, tout ça, et en fait, ça t'aère le cerveau, tout ça. Et ça, dans le quotidien... Quand tu cours, tout ça, tu peux continuer à réfléchir. Oui. Et donc, je préfère effectivement aller grimper, moi. Ouais, d'accord. Et là, t'as les pensées qui reviennent. Tiens, j'ai des idées, clac, je vais faire ça. Du coup, t'es plutôt positif. Donc, tu règles les problèmes. Mais, et quand tu grimpes, non, là, t'es en pleine conscience, t'es vide complètement. Ouais, c'est fou. Il y a des sports où tu peux pas penser. Enfin, moi, je pense à la natation. C'est compliqué de nager en même temps qu'on nage. Ça dépend au bout d'un certain temps, oui. Mais c'est tellement, la proprio, tout. T'es focus sur ce que tu es en train de faire et tu peux pas penser à d'autres choses. Sur ton geste, quoi. Le geste. Ouais. Comme un escalade, t'es sur le geste. C'est ça, ouais. Et ça, tu conscientises pas le truc quand t'es dans ton bureau, quand t'es dans tes réunions, tu dis pas, tiens, je suis... Alors oui, ok, t'es déconnecté avec les gens, ou avec tes réunions, etc. Et intérieurement, t'es pas en train de te dire, je les écoute, mais en fait, je les écoute pas, je suis dans mon environnement. Des fois, un petit peu, ouais. Tu le fais quand même.
des fois, mais je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Voilà, je ferais mieux ma valeur ajoutée, surtout par rapport à ma valeur ajoutée. Je regarde, qu'est-ce que je fais là et ma valeur ajoutée, elle serait mieux ailleurs, quoi. Ouais, c'est le côté bienveillance, d'être empathique avec les autres, aussi d'être présent pour de les écouter, tout à fait, puis de répondre à leurs demandes. À chaque fois, ils demandent de faire des choix. Donc, je suis là, mais et puis de les suivre. Voilà, c'est important. Mais faut que je prenne du recul, je pense maintenant, par rapport à l'activité et que je me concentre sur d'autres choses où j'ai une valeur ajoutée plus importante. Ouais. Si tu avais une question à poser à alors, moi, personnellement, j'ai aucune admiration pour lui, mais c'est pas grave. À Elon Musk, parce que c'est un très bon entrepreneur, mais il est pas élégant, tu vois. La notion d'excellence, où il est sans doute très excellent dans ce qu'il fait, mais en termes de grâce, du côté élégant et tout, là, il m'a perdu. Mais pour autant, lui ou n'importe quel autre, hein, tu imagines un super entrepreneur, un serial entrepreneur. Allez, on va prendre son exemple à lui. Tu lui poserais quelle question à lui? Comment il fait pour être tout le temps positif et voilà, d'être, enfin pas aussi fou, mais d'être d'autant positif, quoi. Ouais. C'est des fois, enfin il y a des moments plus compliqués, mais il a fait ses burn-out, il a fait ses pétages de plomb en direct. Je sais pas si tu as vu ça il y a quelques années. Si, il a fait un vrai burn-out, mais en vrai. Donc les réseaux l'ont mis beau. Et forcément, il a communiqué dessus pour que ça se voit pas trop. Mais il y a eu un pétage de fusible. Il a pété des plombs complètement, quoi. Bien plus que ce qu'on voit. D'accord, parce que après c'est pareil. Mon image, des fois, il y a des moments plus difficiles, mais mon image, on croit que c'est super, c'est super tous les jours. Mais c'est vrai que c'est des réflexions, c'est des remises en cause aussi. Hein, et des fois, j'ai l'impression que je me remets trop en cause par rapport aux autres, quoi. Et je dis, Elon Musk, il a toujours... Puis il dit, c'est pas tellement une connerie, après, c'est la méthode américaine. Sur Trump ou lui, c'est compliqué de pouvoir les suivre et de voir s'ils sont encore sur Terre ou pas, quoi. T'aimerais, des fois, toi, prendre des décisions comme ça, sans agir trop, plus légère, voilà, c'est ça. Sans trop j'ai l'impression que les conséquences et que c'est un peu trop lourd. C'est le côté ingénieur ou c'est que tournant, t'es câblé comme ça depuis toujours? Non, c'est que je réfléchis peut-être trop et je me pose trop de questions et je suis câblé comme ça, Ouais, t'es câblé comme ça, on t'en fera pas. Non, malheureusement, non. Mais ça me rassure que Elon Musk ait pété des câbles. Oui. Et pour avoir la chance de côtoyer beaucoup d'entrepreneurs, et d'ailleurs d'avoir eu un très beau podcast avec le créateur d'une belle boîte qui s'appelle Simple et Beau, Startup, Alexandre Bonetti, que je salue au passage, il me dit, mais Cyril, t'as pas conscience du nombre de dirigeants qui pètent des fusibles? Je dis, attends, Alexandre, la santé, l'énergie, c'est vital. Il me dit, oui, mais ce qui est pour toi, peut-être en tant que sportif, mais pas que, est intégré dans ta vie, est une évidence. Pour d'autres, on est tout le temps dans le rouleau, ça. Mais c'est un rouleau, effectivement, c'est ce que je me dis, quand tu t'es arrêté et que, voilà, à un moment, est-ce que je continue dans ce rouleau compresseur parce que c'est de plus en plus gros, c'est comme si le rouleau était plus gros. J'étais hyper excité avec une salle, 2 salles, 10 salles, 15 salles. J'imaginais, comme je te disais, les murs d'escalade, que ce soit à Aix-en-Provence, à Boublet en 2015, les murs à Port d'Italie, au Berrulier en 2021. Et c'est vrai que là, ça fait 2 ans que c'est plus difficile. Je me dis, mais alors je suis un sportif, j'étais un sportif. Un sportif, il sait quand même s'entraîner. Il sait ce que ça m'a appris. Pendant 20 ans, j'ai été sportif, de 1988, on va dire, à 2007, 2008. Donc je sais que les saisons sont longues, qu'il faut s'entraîner pour un objectif et qu'il faut gérer son stress aussi. Donc j'arrive à gérer, mais il y a un moment, il y a des limites. Et j'arrive des fois à des limites au niveau du boulot, c'est un peu comme ça. Donc je gère le niveau de stress, je vais courir, je vais grimper. Mais il y a des moments, je me dis, il faut que je fasse attention à ma santé. Parce que surtout, on vieillit maintenant, on récupère bien moins bien qu'à 20 ans, à 50 ans. Et donc, c'est les questions que je me pose. Combien de temps je vais pouvoir être aussi avec de l'énergie, autant d'énergie qu'avant, quoi. Et j'ai l'impression que je perds en énergie, je perds en agressivité pour prendre des choix tout le temps, quoi. Ouais, je comprends. Et c'est plus dur d'être sportif de haut niveau, c'est plus dur d'être entrepreneur de haut niveau. Et tu vas me dire, oui, mais c'est plus dur d'être entrepreneur quand même. C'est plus dur, ouais. Ouais, parce qu'en fait, il y a tout un groupe qui est derrière. Il y a 500 collaborateurs qui sont derrière. Quand tu es sportif de niveau, ça peut être dur à certains moments. Effectivement, après les compétitions, tu as des petits... T'as quand même du monde derrière toi. T'as les médias, les sponsors, machin. Peut-être moins à l'époque qu'aujourd'hui, tu me diras. Mais... Ouais, mais en fait, tu rentres chez toi, il n'y a plus personne derrière toi. T'as que ta famille qui t'entoure et qui te rassure. Mais entrepreneur, c'est dur un peu tout le temps. T'as pas le droit de fléchir, en tout cas. C'est ça le problème. Et t'as pas le droit de réfléchir parce que les gens, dès que tu doutes, ils le ressentent. Donc,
Donc c'est ça qui est un peu plus dur, un peu plus lourd. Mais c'est peut-être moi qui me mets la pression aussi pour être toujours le meilleur, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, cette quête d'être toujours meilleur. Ouais. C'est dur, c'est ce que la compétition m'a aussi apporté, mais d'une partie négative, c'est d'être toujours le meilleur et de paraître le meilleur. Donc c'est ça qui est compliqué. Des fois, il faut... des fois j'en parle, qu'il y a des moments avec mes associés, je peux en parler, mais en tout cas des fois c'est dur, il faut serrer les coudes, voilà. Ouais. Et ben merci de ta sincérité là-dessus. Hein. Je pense que tous les entrepreneurs se reconnaissent là-dedans, et même les sportifs aussi, hein, par rapport à cette quête de s'améliorer. Et puis à un moment donné, oui, c'est beaucoup de pression, et chacun la vit à sa façon, et chacun l'expulse entre guillemets à sa façon. Et puis comment dire, l'observe aussi tout simplement, être observateur, dire qu'elle est là et c'est comme ça, hein, qu'est-ce que j'en fais, comment je la prends, et puis c'est une énergie en même temps qui est motrice et qui fait aller vers l'avant, quoi. Donc si elle n'est pas ça, peut-être qu'il n'y aurait pas l'action finalement tout à fait, ouais. que tu mènes. C'est quoi ton combat aujourd'hui? Est-ce que tu as un combat? Un combat avec moi-même, effectivement. Non, avec moi-même pour être plus positif, retrouver plus de plaisir dans mon boulot, donc de changer un peu certaines choses, de prendre plus de plaisir. Comme je disais, depuis 2 ans, le développement s'est arrêté. Et donc maintenant, c'est de la gestion au quotidien du groupe. C'est pas une qualité que j'ai eue et c'est pas une formation que j'ai eue. Donc il faut que je délaye à une personne compétente cela et que je reprenne du plaisir à ce que je fais. Donc plutôt travailler sur la partie escalade, la partie que j'aime en tout cas. Et puis dans 1 an ou dans 2 ans, on repartira sur le développement. Et c'est là ma partie où je pourrais me concentrer sur les aménagements des salles. En fait, dès qu'il y a du dynamisme, dès que ça avance, c'est un plus pour moi. Ouais. On est en 2030. On fait de quoi, tous les deux? On se retrouve en 2030, là. Alors, j'avais mis comme objectif 2030 sans salle d'escalade. Là, on a 32, on a une nouvelle salle cet été. Donc, il y a une partie, c'est des licences de marque, c'est une sorte de franchise. Mais 2030, c'est effectivement Climb Up qui est le leader européen des salles d'escalade, avec des nouvelles salles, effectivement, en Italie, en Espagne et en Angleterre. Voilà. Et puis ça sera mes 55 ans en 2030. Voilà. On est en 2030, t'as 55 ans, t'as envie d'écrire ton bouquin. Ce serait quoi le titre de ton livre? Je suis dans la proto, t'as jamais fait ces questions là, je sais pas ce qui m'arrive, mais du coup c'est pas simple. Mais tu t'écris ton livre, t'as envie d'écrire tes mémoires, ton œuvre, ce serait quoi le titre? Ce serait ou un roman, entrepreneur de l'escalade. Parce que c'était l'équipe magazine qui avait mis je veux dominer le monde de l'escalade. Ça m'a toujours, alors que une interview que j'avais faite en 1999 et quand j'avais été champion du monde, tout ça, et je sais pas pourquoi, peut-être dans l'interview j'avais dit que je voulais être le meilleur, mais j'ai jamais dit je veux dominer le monde de l'escalade. Surtout j'étais timide et réservé encore plus à l'époque, mais c'est d'être l'entrepreneur dans le monde de l'escalade. Eh bien François, merci pour ce voyage intérieur, qui était pas mal intérieur et puis aussi extérieur. Et on se retrouve, j'espère, avant 2030. En tout cas, écoute, s'il y avait un dernier mot, un mot de la fin que tu as envie de partager à tes équipes, là tout de suite et maintenant, et pas grimper ensemble, pas... Non, mais il faut toujours être soudé. On est un groupe, en tout cas, avec une belle âme, une ADN, et il faut rester soudé, même que des fois, quand il y a des moments un peu plus compliqués. En tout cas, je voulais te remercier pour tes questions pertinentes et à chaque fois très vive d'esprit pour ce podcast, quoi. En tout cas, déstabilisant parfois aussi. De toute façon, c'est mieux, comme ça on voit comment réagit l'autre personne. Bon, écoute, s'il y aura des cuts à faire, tu me le diras. Mais je te laisse faire. Ok, ça roule. Je te remercie de ta confiance, en tout cas, François, et bon succès à Climb Up et toutes tes équipes. Et puis surtout, moi, le mot qui m'a le plus peut-être enthousiasmé, c'est enthousiasme. Donc bravo pour l'enthousiasme que tu mets là-dedans, parce qu'il en faut. Il faut de l'énergie et de l'enthousiasme. Pour être entrepreneur, il faut pas baisser les bras, quoi. Non, et puis je fais, on y revient. Et moi, je fais ma petite référence à Joël de René qui m'avait dit un jour, Cyril, l'enthousiasme, c'est beau parce que l'enthousiasme, ça vient tu sais d'où ça vient le mot enthousiasme? Je dis, non, ça vient de l'anthéos. Anthéos, c'est le dieu intérieur, tu vois. Donc, quand on a la flamme à l'intérieur, son dieu intérieur, faut l'entretenir, faut le nourrir, et voilà, c'est ça l'enthousiasme. Joël, si tu m'entends, je te salue, toi, Stella et toute la famille. Merci François. Merci.